Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Échos de Runeterra avec, comme d'habitude, Trek qui est là. Salut Trek. Coucou. Et il est de retour pour nous jouer un mauvais tour, enfin j'espère pas, après une semaine d'absence parce qu'il avait trop de travail, c'est ça d'être ministre du coaching. Salut Den. Oh, je suis trop chaud d'être ministre du coaching, bordel de merde. Eh, Non, en Ah vrai, c'est un vrai truc. Je suis vraiment partant de faire ministre du coaching. Non, vraiment, ça me plaît bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Mais sinon, ouais, j'étais un peu triste de le rater parce que j'aime bien faire ça. Mais cette semaine, c'était vraiment la mort. mais ne t'inquiète pas, tu nous as manqué aussi. Bon, aujourd'hui les copains, très simple. Au niveau, on n'a pas de patch, on n'a pas de nouveauté. Et pour une fois, on a une semaine sans nouveauté sur Runeterra. C'est rare, mais il y a un méta snapshot. Et pourquoi c'est important de faire ce méta snapshot? Parce que c'est le dernier méta snapshot avant les qualifications pour les championnats Europe, US, tout ça. Du coup, c'est un petit peu important en particulier le méta en ce moment. Oui. Je me d'accord. Oui. Et on a eu la finale tout à l'heure du premier championnat d'Europe par équipe de Legends of Runeterra avec des résultats qu'on vous annoncera toute allure. J'espère qu'il y en a un des deux qui a suivi parce que, attention, il y a un terreau surprisé. Et du coup, on va parler de tout, du gameplay, des positions, de ce qu'on a pensé, de la retransmission. On laisse aucun sujet. On est parti ? On est parti. Go. À partie, et bah paf, le méta snapshot de nos amis, bien entendu, de chez Team Leviathan Gaming, avec des consultants, bien entendu, et des éditeurs de qualité, notamment un certain Den, bien entendu, un mec de qualité, avec les consultants, l'ami Dartil, l'ami Ultraman, d'autres qu'on connaît un peu moins sur la scène française, mais voilà, des joueurs qu'on connaît. Et en tier 1, qu'est-ce qu'on a eu qu'à popper? Pif, le Go Hard, Elise, Twisted Fate. Bon, c'est plus Gohard, Twisted Fate. Elise, elle est là parce qu'il nous fallait un deuxième champion, mais Oui, c'est Twisted Fate le vrai héros du deck. Yes. Elise elle est là parce que juste c'est peut-être le meilleur T2 du... Depuis la sortie du jeu, c'est peut-être le meilleur T2 du jeu, tout simplement. Exactement. Elle C'est simple fait, que ça, hein. elle fait un C'est peu juste tout. que Tu sais pas trop quoi mettre comme carte. Alors tu te dis, bah, Ouais, c'est on, ça. on a 3 slots de champion, mais Elise, elle tape. Elle fait, Ah bah, elle fait deck agressif, elle marche. Deck défensif, elle marche. C'est- Tu sais pas trop, elle marche. C'est... Excusez-moi, mon deck manque d'un truc solide en bas de curve. Ah, Mais Elise, ça, je me allez! je me souviens au tout début, pendant la bêta, j'avais beaucoup discuté de manière vigoureuse avec un camarade qui disait genre non, mon deck, je mets pas de champion. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais mets des champions, pas pour gagner, mais juste parce qu'ils sont plus forts qu'une créature de base, tu vois. Oui, c'est ça. Mais des champions juste parce que normalement, c'est les meilleures cartes du jeu. Voilà, tu balances une Elise, c'est juste un excellent T2. Même si ce sera pas une condition de victoire pour ton deck. Ah mais on avait fait il y a très longtemps, il y a très longtemps même pas une tier list, mais une petite review des champions, déjà à l'époque avec Trek. Et c'est vrai que Ellie, je l'avais mis un peu basse, bon pour des raisons d'autovan aussi. Mais parce que c'est vrai que moi, personnellement, tu vois, c'est pas le champion qui me plaît le plus au niveau du gameplay. De toujours, hein. Toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que... Pourtant. Non, mais tu sais, moi j'aime bien les champions. Tu sais, les champions, ils peuvent prendre la game par la main et dire ok, je la prends. Tu sais, moi j'aime Ouais. SVAL, j'aime TF, j'aime Karma, j'aime ce genre Ouais, de mais champion, tu sais. je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, Elise, tu vas pas le voir, mais ce qu'elle va créer va amener tout le reste de la game. Non, mais Ouais. en fait, je trouve que en fait, sa mécanique est beaucoup plus genre une très bonne carte d'un jeu de cartes en fait. Alors que tu sais, t'as des champions, Fiora, voilà, tu sais, tu peux vraiment jouer autour. Tu sais, la condition de victoire, c'est Ah de oui. jouer autour de ton Elise, champion. Elise, tu construis pas avec. C'est sûr. Voilà. Et Attends, dans les decks Ouais, araignées, y a- Elise, la vraie condition ouais, de victoire. le deck araignée, le deck araignée au début, mais c'est vrai, mais en deck araignée, je l'aime beaucoup plus. Mais c'est vrai, voilà, c'est à mon goût. Mais par contre, la Oui, je personne suis qui dit d'accord. qu'Elise c'est pas un bon champion, il a rien compris au jeu, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que, en fait, pour moi, Elise, c'est un adepte qui est tellement bon qu'on en a fait un champion. Promotion, quoi. Ouais, c'est un peu ça. En fait, vraiment, c'est un truc. Ça se trouve, Elise, au début, tu sais, c'était un adepte. Et après, ils ont fait, bah non, les gars, genre, on peut pas mettre ça plus de champions dans le deck.
donc fais-en un champion. Mais je suis un peu d'accord avec Volvi, genre, c'est pas une carte comme une Karma ou un truc comme ça où genre tu peux tout construire autour d'elle, mais la carte est tellement bien que tu peux pas dire que c'est un adepte non plus. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme, il y a des cartes qui sont vachement bien, genre, en vrai, Garen, c'est une bonne carte. Ou tu sais, Darius, quand tu l'as dans le bon deck, tu fais ce que tu veux avec, tu vois. Il va être là pour faire ce que tu veux. Mais tu sais, c'est pas le truc, tu sais, où vraiment t'es là, tu fais, ah ouais, t'as toute sa synergie autour, les cartes qui vont avec lui. Non, tu mets juste des trucs qui tapent. Donc voilà, mais bon. Fin de discussion qui n'avait pas d'intérêt sur nos Si, discussions. si, c'est Oui, intéressant. Ah si, parler d'Elise avec Volvi, c'est toujours le feu. c'est toujours le feu. Mais du coup, le deck, le reste du deck, Aurélie, c'est juste fort en fait, Gohard. On l'avait dit que la carte elle semblait forte et que c'était largement la carte qui semblait avoir le plus de potentiel de casser des petites pattes arrière. Eh ben, Ouais. je peux vous dire que les pattes arrière elles sont cassées sur celle-ci. Les gars, je suis fier de vous, je suis fier de moi. Soyons fiers de nous, on s'était pas trompé. Bah, c'était sûr. On avait dit genre, pour l'instant, moi je crois qu'on avait dit un truc du genre, pour l'instant le jeu est pas encore à un niveau genre de full cycle, full synergie, mais si on trouve comment piocher en masse, la carte est vachement bien. Bah ils ont trouvé comment piocher en masse. On a mis des Salvage et des Glimpse Beyond. Ouais, et TF et. Alors voilà, Et toutes les on va montrer. créatures, en fait. En Et, gros, et là, 1-2 qui pioche et qui rend fugace, et des trucs et des machins. voilà, Je parce qu'en pense gros, il qu'on faut le avait dire, quand même- il y a on est quand il y a même- Twisted Fate qui fait piocher, il y a Pool Shark effectivement Ouais. qui fait piocher le tour d'après et qui rend fugace, mais comme en fait on veut piocher Go Hard, on s'en fout, on va l'utiliser. On a le Fortune Crocker qui permet de piocher, on a le Zap qui permet de piocher, qui est super fort pour aller piocher. Précisément, qui permet de piocher Gohard. Voilà, on a le Ouais, chronicler pardon, of Ruin qui est vachement bien parce qu'en fait tu vas pouvoir par exemple tuer un zap pour aller repiocher une autre carte avec le zap, il est là pour ça, pour encore continuer de cycler. Alors c'est la carte, t'es en mode ouais, c'est le foin, mais Non, ça je vois que c'est sympa, mais d'expérience, c'est un peu... c'est pas sûr. Mais le truc c'est En qu'il est fait, là parce tu que veux- ça marche tu bien veux avec pas de zap. cartes- Ouais, mais tu veux pas de cartes comme ça pour moi dans le deck. Tu veux un deck qui est très flexible. Et j'aime pas de ouf cette version-là. Mais, En tout cas, c'est celle qui a été jouée aujourd'hui Surtout par le Portugal. surtout le monsieur en dessous qui me dérange. Moi. Voilà, il y a un Ledros qui est là pour terminer un petit peu, j'imagine, la game. J'aime beaucoup, moi. Je comprends pas l'intérêt de Ledros dans ce deck-là. Ledros, l'intérêt, c'est de pouvoir gagner les match-up très très agressifs, en fait. Très agressif. Pardon, très contrôle. En fait, les match-up très contrôle, tu les gagnes parce que tu as vidé ton deck et que tu enchaînes des vagues de dégâts, en fait. Ouais, mais il y a des decks qui ne te permettent pas de gagner comme ça. Genre Anivia, il y a trop de soins. Les decks avec énormément de soins, les decks qui résistent au Gohard, genre les decks dragons, les trucs comme ça. Genre ton deck est incapable de tuer un assaut, des trucs comme ça. Et du coup, ça a commencé. Au début, ça splashait Atrocité et Ledros. Bon, il y a 2-3 mecs qui se sont levés en mode bah, les gars, vous abusez par contre, Atrocité, c'est trop. Et en fait, maintenant, on s'est rendu compte que juste avec Ledros, pour 10, tu tues un mec qui a 11 PV. Parce que tu fais Ledros, il tombe à 5 et tu Gohard amélioré. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est fais tes valises. Pack your bags. Ouais. Voilà, et tu pack your bags. Et du coup, ils se sont rendus compte de ça. Et en fait, Ledros suffit parce que tu pioches énormément. Et l'idée globale, en gros, c'est que ça permet de jouer aggro parce que tu as quand même les Doom Beasts, etc. C'est un peu. Pour moi... Mais t'es censé jouer aggro. C'est pour ça que j'aime pas les draws. Parce que normalement, t'es censé gratter beaucoup de dégâts en début et milieu de partie. Du coup, ton les draws ne va pas faire grand chose. Ben, ça, au début, je l'ai vu comme ça. Et en fait, c'était pendant la réunion. Hein, l'idée est pas de moi du Ledros, c'est Ultraman qui a poussé pour le Ledros. Et en fait, c'est juste qu'il disait, c'est ce que devait faire Gangplank dans le deck, sauf qu'en fait, on n'a pas envie d'enlever Elise, et Gangplank le fait pas si bien que ça, parce que Gangplank se fait gérer. Ledros, même s'il se fait gérer, il a fait son taf. Et après, quand il me l'a expliqué comme ça, j'ai beaucoup mieux compris, honnêtement. Après, là, on est sur des petites cartes, on est d'accord que voilà, les x1, ça peut être des choses, chacun aura sa version, mais malgré tout, voilà, on a la base de beaucoup de créatures qui piochent, Gohard bien sûr qui est là, Glimpse Beyond et Salvage qui sont deux super cartes de pioche parce que c'est deux cartes qui font piocher deux. Vous voyez une liste qui n'a pas les deux en x3, ne jouez pas le deck. Et on a The Box qui revient parce que c'est beaucoup plus rapide que Ruin et c'est très très cool.
C'est, Bah, c'est, c'est aussi que tu as besoin de gestion, mais qui coûte pas moins que 3 pour pas voilà, qu'elle vienne sur Zap. Et du voilà, coup, Box se met parfaitement dans cette box-là, si je puis me permettre. c'est ça. Et Vengeance, qui, bah voilà, hein, Vengeance. Je pense que quand on a vu les premières cartes du jeu, on a dit bah ça c'est très fort, ça va permettre. Je veux dire, même s'il y avait que cette carte, on jouerait Ibis Obscur parce que c'est le seul vrai gros Pantémort du jeu à l'époque. Bah voilà, c'est toujours là parce que c'est toujours un Pantémort et que dans un jeu où t'as pas tant de ça, de cartes qui disent Pantémort, bah c'est fort quoi. C'est juste ça. C'est littéralement, tu as tout bien résumé, Volvi. C'est juste, en fait, il faut du fast. Le seul problème de Gohard, c'est que c'est slow, et donc tu peux te faire setup open attack. Ben, Vengeance, qui n'est pas slow, elle dit, qu'est-ce que tu m'open attack en fait? Vas-y, open attack avec ton gros truc, je te punis. Oui, et puis l'avantage de Vengeance en fait, c'est que t'as 3 vengeances contre et des decks comme Fiora Shen. Fiora pour éviter une vengeance, en fait, elle est obligée d'avoir un contre en fait. Oui. Elle est obligée d'avoir des nails et Oui. du coup c'est 3-3 et toi t'as beaucoup plus de pioches qu'un deck sur chaîne en réalité. Même s'il y a Plus de pioche que quasiment n'importe qui. Le seul voilà. deck qui peut comparer, c'est le Ezreal Draven ou le Ezreal Sway. C'est Voilà. les seuls decks qui peuvent se comparer à peu près en termes de pioche. Du coup au niveau des probas, t'as plus de chances que ça passe plutôt que ça passe pas en fait. Oh, enfin, c'est pas le même investissement quand même. Hein. Oui, c'est un investissement, mais en même temps, c'est un investissement, c'est pour tuer la condition de victoire du deck en face. C'est ok. Ah non, mais tu payes step, quand tu prends ton deny, tu rentres chez toi, quoi. Bah, t'as perdu 3 mana, mais le truc, c'est que Ouais, si du coup tu souvent, forces. beaucoup souvent, t'as perdu la game. Parce que le Vengeance, en fait, justement, il t'empêche de prendre des open attack et des choses comme ça. Et très souvent, quand on arrive à ce moment-là où tu dois caler ta Vengeance, c'est pour répondre à une menace immédiate. Et si tu réponds pas, généralement, ça te coûte la game. Hein, ce qui va être fort pour moi contre Fiora, c'est plutôt la box. Hein, pour le coup. Alors, Plus que la t'as vengeance. la box qui est très forte au début, mais après, t'as aussi quand ça évolue. Mais en fait, du coup, t'as beaucoup de choses à contrer. Ce qui devient compliqué. Et les autres, tu peux t'en sortir avec des boucliers, des choses comme ça. Vengeance, ça ne marchera pas. Mais un deck très très fort. Moi, je l'ai vu tourner. Je l'ai pas joué. Est-ce qu'un d'entre vous l'a joué un petit peu? Je l'ai pas joué encore celui-ci. Je l'ai vu Je l'ai joué tourner beaucoup et j'ai été assez impressionné. C'est un deck qui paye pas de mine quand tu le regardes comme ça. Tu dis, bah ouais, c'est pas ouf, quoi. Mais en fait, il est incroyable. Alors, pour tout te dire, je pensais pas du tout que t'allais dire ça. Parce que Pourquoi toi et moi, on est des joueurs de cartes et normalement, un deck avec autant de pioches, pour nous, ça paye toujours de la mine quand même. Hein. Ah, il y a de la Oui, mine. Hein. ouais, mais piocher, pourquoi Piocher, ça veut. Il faut Si tu piocher. pioches- Si tu pioches dans le vide, ça sert à rien, Volvi. Oui, mais tu sais, quand t'as un deck qui pioche autant, c'est parce que forcément il y a quelque chose qui marche avec la pioche. Alors là, c'est Gohard, mais tu sais, on a joué avec Guillaume, c'était Exodia, ou dans Hearthstone, quand tu joues DH débile one shot. Quand ça pioche beaucoup, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui permet de tuer. Piocher beaucoup pour rien, forcément. Je sais bien. Mais en fait, ce qui est fort avec ce deck, c'est cette gestion de tempo qui est assez incroyable, en fait. Parce qu'il peut mettre de la pression au début de partie, avec sa curve de créature. Et à un moment, tu te retrouves en mid-game où, quand tu l'affrontes, t'es bloqué parce que tu te dis, si je mets du board, il y a tout mon board qui explose pour un mana. Et si je mets pas de board, il va continuer à me gratter avec ses créatures et ses dégâts directs. Ah bah il y a des bonnes créatures. Hein. Butcher, c'est vachement fort. Et du coup, mon avis sur ce deck a changé aujourd'hui même. Du coup, ça tombe bien par rapport au podcast, tu vois. Ouais. Parce que je l'avais beaucoup affronté, parce que ce deck-là, on le review, je crois, pour la première fois. Il était pas au Oui. Meta Snapshot Non, il avant, était pas dans le dernier Meta Snapshot. Parce que Si, ce deck est. Alors, le dernier Meta Il Snapshot, était dans les. Non, mais en fait, le dernier Meta Snapshot, il n'y avait pas de ranking. C'était ce qu'on avait appelé les Rising Decks. Non, Juste le dernier qu'on avait fait, c'était Parce que- avant ça. D'accord, ce bah non, deck-là, il n'était pas encore sorti à l'époque. Il ce était pas deck-là- là. non, ce deck-là existe depuis beaucoup plus longtemps que 2 semaines. Hein. Oui, Eh mais ben, il n'était pas encore populaire ou fini alors. le Il existe dernier, depuis ça fait pas très 2 semaines. longtemps. Non, et la liste, et c'est quasiment la même qu'il y avait avant. Hein. Ça fait 2 méta snapshots qu'on rate. Du coup, le dernier qu'on a fait, c'était celui il y a maintenant presque un mois. 3 semaines. non, Il y a non. 3 semaines. Parce qu'il y a celui où ils n'avaient pas fait de méta snapshot et celui de la semaine dernière qu'on n'a pas fait. Du coup, on en a raté 2. Du coup, c'est ça fait 3 semaines. Non, pas autant. Oh, Si on peut. J'ai envie de dire peu importe, tu vois. C'est pas compliqué, je les ai là, hein, donc je vais regarder. Mais ce Ouais. deck-là, vraiment, existe C'était sur le ladder c'était le 24. très Voilà. longtemps. Hein. Oui, mais le 23, le snapshot numéro 23, c'était le 8 novembre.
Mais regarde la date de la vidéo où on parle du Meta Snapshot. Hein. Normalement, sur la chaîne, tu les as toutes. Hein. Toi, tu peux Oui. l'ouvrir à côté. Je Mais, l'ai. Le 8 novembre, en effet, je ne vois pas le deck dans le Meta Snapshot. Et je vais regarder dans celui de la semaine dernière. je où suis c'était convaincu qu'il y était pas. pas un snapshot. Ben, on va regarder. J'ai la Non, réponse. mais il y était peut-être pas. Et c'est là où ça me surprend qu'il n'ait jamais été dans le Meta Snapshot. Alors que ce Il y deck-là, était et c'était le premier deck. C'était le deck numéro 1. Et c'était quasiment la même liste, sauf qu'il n'y avait pas les Dross, il y avait Jack the Winner dedans à l'époque, il y avait Crumble et il y avait Black Spear. bah, Crumble, c'est une carte qui est assez bonne pour. Mais elle dépend de la méta en fait. C'est quand il y a Soraka Tenken, je crois, pour gérer Surtout, voilà. surtout le au monument. pomme. Merci. Mais oui, non, la semaine dernière, dans les decks on the rise, il y avait déjà Twisted Fate Elise, il y avait déjà Ezreal Swain, il y avait Ezreal Twisted Fate Full Cycle, il y avait déjà Ezreal Dragon, Vraiment. etc. Mais voilà, du coup, Trek, pour finir, tu l'as joué aujourd'hui et c'était quoi tes résultats avec? Ouais, mes résultats, bah, ça a été assez bien, assez positif. Et je me suis dit qu'en fait, c'est les gens qui jouaient très mal depuis le début. C'est pour ça que j'ai Oui. été étonnamment surpris aujourd'hui. Tu t'es placé, du coup, tu t'es bien placé pour ta qualification. Bah, vu que j'avais pas de points, je suis en train de monter là. Un tout petit peu, mais j'ai pas non plus tant Alors, que ça. si jamais ça intéresse, j'ai fait à peu près le calcul aujourd'hui et en estimation, on estime qu'il faudrait entre 78 et 81 points de LP pour être dans les 700 en Europe. Non, c'est déjà ce qu'il faut aujourd'hui. Tu Non. dis bien, dans quelques jours, ça va changer. Actuellement, il en faut 73. Ouais, mais là, t'insinues que les gens vont pas jouer du tout, quoi. Dans ton calcul. Ben, non, mais en fait, c'est une le truc, augmentation c'est- linéaire sur les c'est derniers pour- jours. c'est pour être dans les 700. Moi, alors c'est pas moi qui a fait le calcul, hein, c'est des gars de l'équipe qui sont statisticiens, etc. Et ils ont calculé qu'à peu près les 300 premières places vont quasiment pas bouger. Et du coup, en fait, c'est que les 400 derniers qui vont un peu jouer, parce que les 400 derniers sont genre tous en dessous de 120 LP. Donc ça va Ouais, énormément bouger. Mais du C'est, coup, comme il y a beaucoup de monde, stack. voilà. Ouais. Mais comme il y a beaucoup de monde, le minimum va pas beaucoup changer. Ouais, Et il y aura crois pas probablement beaucoup plus de monde dans cette zone, mais le minimum pour être à 700 va pas changer. Par contre, il y a une question où on n'a pas la réponse, c'est qu'est-ce qui se passe si 700 et 701 ont le même nombre de LP? Parce qu'il y a plein de gens qui ont le même nombre de LP. Ouais. Est-ce qu'ils prennent tout jusqu'au 700 et tous les mecs qui ont le même nombre? Est-ce qu'à 700 ils coupent et le jeu a un moyen de départager les égalités dont on n'est pas au courant? Et Ça, alors, on n'a aucune réponse à cette question. tu as un MMR caché qui n'est pas comment ça s'appelle, tes LP, parce que c'est un MMR que tu as même pendant la montée de ladder. Et j'imagine que ce MMR caché fera loi après le nombre de LP. À mon avis, il y aura un cut, ouais. Il y aura un cut vénère. Et tant pis pour ceux qui sont pas dedans. Ok. Mais voilà. Mais au final, un cut vénère, pas tant que ça. En vrai, on va avoir quoi, peut-être. Vénère, il veut dire un cut sec à 700. Oui, mais Voilà. si on a 10 personnes qui sont au maximum, c'est même pas 10 personnes, mais parce que des égalités, au final, t'en as quand même assez. Si, Volvi. Là, les gens, tu te dis que t'as, comme Dan disait tout à l'heure, t'as 300 places qui sont à 10 points d'écart à peine. Même Ouais, pas. mais tu vois, c'est pareil, vraiment moi, je dis- numéro 700. Est-ce qu'on a 2 pages de joueurs à 700? Enfin, pour Ouais. le 700e? Ouais, Oui, le regarde même le score. classement, Volvi. C'est ultra stack. Et Volvi, je sais pas si tu te rappelles, si c'est le même système que pour ta gloire, ça veut dire que tu dois finir ta game avant 23h59. C'est-à-dire, il y a des mecs qui vont tag à 23h51 et ils vont rush leur game comme une salope pour arriver à la finir. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut prendre en compte. Parce que sur Hearthstone, c'est toute game lancée compte. Sur Runeterra, c'est toute game terminée compte. On a vu que ça ne marchait pas comme ça. Voilà, donc il y a plein de choses, de petits détails que les gens commencent à peine à penser aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans la zone un peu dangereuse et que du coup, ça peut compter de ouf. Mais par contre, c'est intéressant parce que on voit malgré tout que le fait qu'il y ait ce tournoi, on fait, parce qu'on a que ça à faire, je me permets de faire une aparté pour vous qui suivez. Malgré tout, on voit que la compétition a step up en ladder. Le niveau monte petit à petit et le jeu est en train d'intéresser assez pour qu'on puisse dire que y a un truc compétitif. Parce qu'il y a 2 mois, personne ne respectait le top 700. Alors, En le tout cas, niveau. avec qui je parlais, et nous en premier, même on avait eu la conversation avec Trek, on disait top 700, c'est complètement free. Le niveau et l'implication aussi.
Oui, c'est ça que je veux dire, c'est que maintenant, on commence à voir que le top 700, tu peux pas te qualifier en commençant à jouer la dernière semaine. Genre, on commence un peu à se rendre compte de ce que ça veut dire, et on commence un peu à se rendre compte que peut-être les 2-3 derniers jours, va falloir claquer 6-7 heures de jeu, histoire de valider ta place si pour l'instant, t'es pas encore safe. On est d'accord là-dessus, Trek? Qu'il y a un peu plus d'implication et que Alors moi, pour je un jeu de pense cartes, que c'est bien. je pense que tu es capable de commencer une semaine avant et de te qualifier quand même. Alors, à quel niveau de jeu? À ton niveau de jeu, Trek, oui. Le mec moyen, non. Quelqu'un qui sait jouer, quelqu'un qui a jamais joué, c'est compliqué. Tu Alors, vois. Non, un mais mec, qui a moi. jamais joué, évidemment. Mais pareil, ça veut dire quoi qu'il sait jouer? Un très bon joueur de cartes qui connaît pas la méta, par exemple? Moi, Ouais, un très bon joueur de je pense cartes. qu'un très bon joueur de cartes, même s'il a jamais joué à Runeterra, en une semaine, il peut se qualifier. Vraiment. Ouais, faut passer le temps quand même. Hein. C'est. Ah oui, alors il va passer une semaine intensive, évidemment. Et si Voilà. et ça dépend d'où tu pars aussi. Est-ce que tu pars du fin fond Zéro. du bout? 2-0. Je pense Alors, que c'est jouable. tu penses que du coup, alors, c'est bien parce que là, on est dimanche soir, et du coup, il y a jusqu'à jeudi, 23h59. Donc, on va dire, il y a 4 jours complets. Ah non, ça, 4 jours, c'est pas toujours possible. 4 jours, jours, c'est compliqué. Voilà. Donc, imaginons. 4 jours par rapport à une semaine, c'est quasiment que la moitié, quoi. Non, mais je suis d'accord. Non, mais imaginons quelqu'un qui écoute notre podcast et qui dit, ouais, moi, je vais vous prouver, à ton avis, d'où est-ce qu'il peut partir pour y arriver? À partir de quel rang il peut. Voilà. Pour moi, si actuellement tu n'es pas en platine, ça sert même pas le coup d'essayer. Et quand je dis si t'es pas en platine, c'est pas t'es un mec qui galère en platine. C'est que tu t'y mets maintenant et le rang platine et le rang diamant, c'est une formalité. Demain soir, c'est bon, quoi. Ouais, tu comptes un jour par rang, tu vois, tu fais le platine en un jour, le Un diamant jour en par un ligue, jour, pas par rang. et tu fais le master en un jour. Donc en 3 jours, c'est possible. Ouais. Voilà. Après 80 LP avec le pire MMR du monde, donc c'est-à-dire prendre que plus 15 par game, c'est 6-0. Non, mais en plus, t'arrives pas à 0, tu vois. Donc si t'as fait une streak de bâtard pour arriver jusque-là. Si t'as tout pété, t'arrives à 30 ou 40. Ouais, bah moi j'ai un élève avec qui on a traversé le diamant aujourd'hui. Il est arrivé à 32. Tu vois. Tu Donc vois, au final, t'as pas besoin Voilà. de beaucoup. Voilà. Et là, en 4 jours, ouais, c'est ça. Et l'objectif qu'on s'est fixé en 4 jours, c'est il passe dans les 3 chiffres, et quand il est à 3 chiffres, il arrête de jouer. Et Donc, tu vois, On s'est dit, c'est safe. si on est d'accord sur ça, tu te dis qu'en une semaine, ça se fait largement, parce que c'est pas le rang gold, le rang silver et le rang fer. Ouais, mais du coup, là, tu vois, on parle d'une semaine, donc on parle de quelqu'un qui travaille Non, pas. mais après, je pense qu'au niveau, au niveau du niveau de jeu pour un très très bon joueur, oui, mais après, voilà, quand on dit une semaine, il faut aussi dire une semaine pour quelqu'un qui a pas un travail, une vie de famille, Voilà. etc. à côté. Ah non, On parle d'une semaine de semaine, quoi. Une semaine de chômeur, hein. Ah ouais, non, Voilà, tu fais ça 10 heures par jour, hein, largement, minimum. Oui, C'est ça, même. voilà. On parle de choses, en fait, Tu te réveilles, tu fais du Runeterra, tu te couches, tu fais encore du Runeterra. Hein. on parle de quelque chose qui, en fait, je pense, n'existe pas trop sur Runeterra. Enfin, il y en a forcément, Ça mais existe, c'est sur Hearthstone, pas sur Hearthstone, ça fait longtemps qu'on a ce genre de joueur. Mais j'imagine que c'est beaucoup moins sur Runeterra. Bon. Je veux dire, bah, c'est couillon, mais par exemple, sur Hearthstone, je veux dire, le jeu, il y en a beaucoup qui l'ont découvert avec Zigzo, qui lançait le stream et qui arrêtait pas tant qu'il n'était pas numéro 1 légende le premier jour. Sur Runeterra, j'ai toujours pas vu qui que ce soit le faire. C'est vrai. Bon, on passe à la suite du Meta Snapshot parce qu'on s'est perdu. Et là, en tier 2, alors là, en tier 2, écoute, là, Il y a la famille. on nous a mis tout le monde. Ah, mais quand j'ai fait la relecture, genre, mon premier message, ils m'ont dit, ouais, tu peux relire, etc. J'ai ouvert tier 2. Mon premier message, ça a été, holy shit, il y en a beaucoup. Du coup, je fais la liste vite fait. On a Field Rush avec Trundle et Tryndamere. On a le Miss Race Agro avec Elise Kalista. On a S-Draven qui marche très bien en ce moment. On a Fiora Shen, un classique. Tamkench Soraka qui revient parce que des gens disaient que le deck était nul, mais en fait, il est pas si nul que ça. Les gens se rendent compte. Il faudra lire les textes. C'est pas tous le même tier 2. Hein. Voilà. HC Juani, le Frostbite, toujours là, toujours solide. Reckoning, ça casse des fesses. Discard aggro, un gigantesque classique. De toute façon, quand tu prends autant de dégâts dans ta gueule, bah ça peut pas être si loin d'être un bon deck. Hein, à un moment, ça va gagner des trucs. Le jour où Runeterra augmente les points de vie des joueurs, Discard aggro disparaît immédiatement. Voilà. Jusqu'à là. Anivia Reborn, le petit deck avec un seul héros, parce qu'en fait, bah, on a envie que de ramener plein d'Anivia, hein, ça s'appelle Anivia Reborn, c'est pas pour rien. Deck qui, je pense, est peut-être le deck le plus fun de tous ces tier 2. Moi, j'aime beaucoup le voir, c'est très rigolo. Moi, je mets S-Draven devant. Et pourtant, ça dépend ce que t'appelles fun, hein.
Ah bah moi voir 6 fois le même champion sur le terrain et voir des milliards de trucs de glace, moi ça me fait rire. C'est mon fun à moi. On n'est pas sur le même fun, tu vois. Genre, moi, Chacun je passe son beaucoup fun, plus de fun à jouer Tom Soraka qu'Anivia Reborn. Hein. Voilà. Mais moi, je suis assez d'accord avec Volvi. Mon Anivia Reborn, moi, je l'ai appelé Place de la Comédie parce qu'il y a toujours plein de pigeons. Voilà. Et en termes de plaisir de jeu, je pense que c'est plutôt les decks un peu mid-range comme Emerveil ou Ezreal. Ah, moi, Ezreal Draven a joué. Hier, j'ai fait une session de 6 heures, j'ai pas vu le temps passer sur Ezreal Draven. Et voilà, et du coup, Emerveil qui est ici. Alors les amis, comme il y en a beaucoup et qu'on a passé 8 milliards d'heures sur le terrain, on va essayer d'aller beaucoup plus vite. Du coup, parce qu'on a déjà parlé des decks, Field de On va Rush, le faire au match-up, si tu veux, Volvi. Ce sera plus simple. Pourquoi ils sont là en fonction des match-up. Field de Rush qui est toujours là, on rappelle le deck. On est là pour faire le gros Field de Rush. Du coup, on a de quoi gérer le board avec le fameux combo du froid de la mort. Hein. On a d'un côté les îles obscures et de l'autre côté Freylord. On gèle tout le monde, on tue tout le monde et bien entendu on gagne du mana avec Catalyst, avec les Stones, etc. Et à la fin on gagne avec des gros champions qui claquent la gueule. Toujours sympathique. Hein. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il allait rester aussi longtemps. Ben, en fait, le deck est excellent contre Gohard TF parce que justement, Gohard TF est excellent pour gérer les petits et les boards mid-range, sauf que dès que ça a plus de 5 PV, il galère. Et quand tu prends Field the Rush, il y a 2 10-10 et le deck il est en mode qu'est-ce qui se passe là? Et tu dois bloquer des surpuissances avec des 2-2, c'est pas facile. Je n'ai pas de ruine. Voilà, c'est ça. C'est... Alors, pour le coup, la liste qu'on a vue tout à l'heure n'avait pas de ruine, mais c'est une carte qui peut être jouée. Hein. Voilà, ça fonctionne, ruine dans le deck. C'est juste que il y a beaucoup de. En fait, le truc, c'est que pour si tu veux battre Field the Rush et si tu veux être stable, tu peux pas juste splasher une ruine. Tu dois en mettre au moins 2 ou 3. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent bah, ruine, soit tu la mets pour l'avoir, soit tu la mets pas. Donc c'est très très rare de voir des listes avec ruine au final. Très un petit mot sur le Field de Rush. Rien de nouveau. Ah bah non. Voilà. Disons qu'il y a eu le nerf de Trundle là, un petit peu calmé, mais ça reste un bon deck malgré tout, tu vois. Au final, ce qui est marrant, c'est que les decks avant, t'avais des decks, tu sais, où t'avais vraiment des decks un peu troll avec Trundle dans son coin tout seul avant qu'il y ait Field the Rush et tout. Ceux-là, ils existent plus. Par contre, bon, bah, avec Field the Rush, c'est toujours bien Trundle. On s'en fout du nerf des stats quand il arrive en 10-10. Si tu peux faire que Trundle soit un champion 1-1, en Field the Rush, il arrive quand même en 10-10. Hein. Certes, il arrive 10-10, mais le Trundle T4, il était fort quand même. Ah bah, oui. le Field the Rush, maintenant, tu peux beaucoup plus l'aggro qu'avant, ça c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que le deck est passé de tier 2 à tier 1. Parce qu'avant, le deck était aussi bon contre contrôle que contre aggro. Maintenant, contre aggro, il prend un peu plus la sauce. On a le Mistress aggro. Alors, Mistress aggro, on a les champions qui sont très très efficaces. Hein. C'est Elise Kalista. On est sur un deck. En fait, il y a plein de cartes différentes, mais j'ai envie de vous dire, ce serait pas le tout premier deck qui a marché dans la méta, c'est-à-dire on met tous les gars redoutables du monde et on va dans ta gueule. Alors oui, d'accord, avec des meilleures cartes, mais quand même. À l'époque, il y avait Ekarim, puis un jour on a fait mais Ekarim c'est lent. Ouais, non, c'est vrai. C'est qu'à un moment ils ont dit Ekarim, on va te nerfer tes stats, tes cavaliers, ta mère elle est nerfée, Ekarim, tu rentres chez toi, le cheval, le canasson, on n'en peut plus de toi. Et en même temps, ils ont buffé Kalista, du coup, il y a eu juste un tactique entre les deux. Et Karim, on lui a dit, tu rentres à l'écurie, ça suffit. Après, pour le coup, ce deck-là, c'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux champions qui sont pas importants, quoi. Oui. Parce que là, c'est vraiment les 2 meilleurs champions que tu mets juste où c'est des bonnes créatures. Mais sur les deck-là, tu peux le jouer sans champion. Oui, et en fait, Elise et Kalista sont bien, mais 90% des games, t'en évolues aucune des deux. Hein. C'est-à-dire, Kalista évoluée est fantastique parce qu'elle te ramène des Wraith Caller, donc la 4-3 qui invoque des spectres en permanence quand elle attaque. Donc ça buff tes spectres, ça fait un board monstrueux très vite. Elise, quand elle est évoluée avec des petites araignées, tu fais des challengers, tout le monde a redoutable, c'est un bordel. Mais 90% de tes games, il n'y en a aucune des deux qui évolue et tu te portes très bien. C'est juste que le mec perd du temps sur tes champions, en fait, c'est tout. Voilà, c'est ça. Tu poses Elise T2, le mec la gère. Tu poses Kalista T3, il la gère. Puis ensuite, quand tu poses ton invocatrice de spectre, bah, le mec a déjà passé 2 removal. Et du coup, il y a un truc qui stick. Tu commences ton effet boule de neige et tu roules, quoi. Parce que tu dis, il la gère, mais Elise est rarement gérée par un T2. Il n'y a que Thermogénique avec Pass T1 avant qu'il la gère actuellement. Voilà. En fait, à chaque fois que le mec gère un de tes champions, il a perdu un tout petit peu de tempo. Donc tu grattes. Bah, il y a Kalista, il y a Thermogénique sur curve qui marche. Sinon, il faut faire enthousiasme et il perd une carte de plus que toi, mais elle prend pas abattage.
elle prend pas la majorité des removes à 3 en brut. Donc oui, en général, Elise, ça coûte 3 de la tuer et Kalista, ça coûte 4. Il y a la carte qui coûte pas cher et qui met 3 là quand tu la pioches sur le tour. Bah oui, mais de base, elle coûte 4 et ensuite elle coûte 2. Donc ça veut dire que tu dois C'est top rare. la carte Ouais. le tour où le mec joue Kalista. Tu peux tu peux aéroler ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais voilà. Non. Ah, plus simple, juste une 3-2, ça peut suffire aussi. Voilà, hein. Oui. la meilleure réponse actuelle à Kalista, elle est en Demacia et c'est la 3-2 qui, si tu as un dragon visible, à Challenger. C'est la meilleure réponse actuellement à Kalista. C'est sympa. Parce que du coup, tu peux aller la chercher sur les 2 tours. Tu peux soit la défendre si t'es en tour de défense, soit aller la chercher si t'es en tour d'attaque. Il y a le boucher aussi. Je crois que Oui, c'est ça. pareil. Ragged Butcher là qui devient 3-3 quand t'as pillage, qui est très très fort. Oui, mais du coup, il faut avoir pillage. Et contre Mistrafe, c'est compliqué. C'est compliqué. Et bien sûr, une seule carte de Targon avec pas le cascade, parce que pas le cascade, Ouais. c'est vachement bien et qu'on n'a pas envie d'avoir beaucoup de cartes qui ne sont pas des îles obscures, parce qu'on a envie d'avoir cette Rest Caller qui s'active à chaque fois avec l'allégeance. Allégeance, une très très bonne mécanique, je trouve, pour le jeu. S-Draven, j'ai envie de vous dire, j'allais presque dire, tu vois, c'est un deck de Hearthstone en fait. Ouais, pour moi, S-Draven, c'est moi qui a écrit le texte dessus. Et pour moi, c'est le deck du tier 2 qui passera tier 1 la semaine prochaine. C'est la seule raison pour laquelle il est tier 2, c'est qu'en fait, il n'est pas fini. C'est que les gens sont pas d'accord sur la meilleure liste, qu'il y a plein de gens qui le jouent, qui le testent. Mais le deck sera meilleur deck du jeu à un moment ou un autre. Il est trop bien pour pas passer meilleur deck du jeu à un moment ou un autre. Alors, pour expliquer vite fait le deck, on a bien sûr les 2 champions qui, là, pour le coup, sont des champions très forts. Hein. Ils peuvent chacun prendre la game sous le bras. On va avoir... Draven, il est quand même, pour moi, niveau Elise, dans le sens où c'est pas lui qui va faire un truc incroyable, mais il va gratter. Ouais, mais il est jamais décevant. Il est Ah oui, jamais... c'est ça, il va gratter. Et surtout, lui, la force qu'il a, c'est qu'il a un effet dès qu'il arrive aussi. Ouais, il a un effet dès qu'il arrive, Et- pour le coup, tu vois, et des fois, Draven, si tu le laisses passer, il va gagner tout seul. Hein. Ah bien, bah, Ah bah, Enfin, c'est c'est moins flagrant. C'est moins flagrant, comme tu le disais tout à l'heure, que les champions qui, quand ils c'est vrai, évoluent, tu as raison. passent le jeu. Mais lui, il va arriver et à chaque tour où il est là, il va gratter. Et à la Ouais. fin, ça fait une très grosse addition. Quoi. Et bien Et la entendu, frappe- on voit que... rapide est très très fort. Voilà. Et bien sûr, on va voir que dans le deck, il y a la Zonith Urchin et le Stormdredger, qui sont 2 cartes qui, pour avoir leur effet, sont obligés de discarder des cartes. Et du coup, quand Draven, il te dit, bah tiens, prends des trucs, ça marche plutôt bien. Ah, c'est l'Emmaüs, le bordel. Hein. C'est Draven, il t'envoie des trucs. De temps en temps, ce que tu fais, c'est si tu as un Draven sur le board et un dans la main, du coup, tu as volée mortelle de Draven, tu mets une hache sur Draven, volée mortelle, et du coup, ça fait qu'il tape 2 fois. Et tu arrives à l'évoluer. Mais en dehors de ce cas-là très précis, les haches de Draven, c'est fait pour être jeté. Et bien entendu, à droite, on voit tous les spells avec à peu près toute la gestion du monde, avec Thermogenic Beam, qui va aller gérer des trucs, Ravenous Flock pour mettre des dégâts aux créatures, stun, alors la stun pour le coup non, Ou mais endommagé. blessé, Mystic Shot qui va mettre des dégâts, Il y a du Get stun dans le Excited qui va mettre des dégâts, Noxian Guillotine qui va tuer des trucs, Static Shot qui va mettre des dégâts, qui va piocher, oh, bah. Et alors ça en fait des dégâts. Hein. Là, s'il y a des trucs qui restent sur le board, ou quand il reste des trucs sur le board en général, c'est que tu mets des trucs dans la gueule. Hein. Ouais, en fait, c'est aussi ça dont on parlait avec Draven, c'est que Draven, c'est un héros où souvent tu as envie de le laisser passer parce que la frappe rapide est chiante. Le problème, c'est quand tu regardes la liste, tu fais mais si je le laisse passer, je vais me faire éclater en fait. C'est ça. Et t'en as pas parlé, mais il y a aussi Pharaon dans la liste, et Pharaon en termes de dégâts, il déconne 0 non plus. Hein. Capitaine Pharaon qui arrive et qui met il te met 12 dégâts en main. Ouais, il te met 3 décimations dans la main, donc il te met 12 dégâts pour 15, sachant que si t'as Ezreal, en plus ça peut partir avec le passif, et du coup ça met 5 au lieu de mettre 4. C'est très correct. C'est surtout très agréable à jouer comme deck en fait. Ouais. T'as un peu le même feeling qu'Emerveil, où t'as un très bon mid-game en termes de créatures et toutes les gestions du monde. Des gestions qui peuvent aussi aller dans la gueule. Donc c'est hyper flexible. La seule différence, c'est que tu remplaces les grosses créatures célestes par encore plus de burst dans la gueule, quoi. Voilà. Et une des raisons aussi pour lesquelles le deck est extrêmement bon,
c'est le fait qu'il est très bon contre TF Gohard. Déjà parce qu'avec la quantité de gestion que tu as, TF ne reste jamais. Je veux dire, TF, tu le gères pour 2 mana dans ce deck avec Mystic Shot. Et c'est l'un des rares cas, mais les champignons de la 4-3, eh ben, c'est très très bon contre TF Gohard parce que le deck pioche à mort en face. Du coup, des fois, tu fais des petits kilos champignons, c'est rigolo. Alors bah quand tu pioches tout ton deck, te faire mettre des champignons, ça peut jouer. Fiora Shen, un espèce de classique, il bouge pas. Hein. Bien entendu, on a maintenant une liste là avec... Tiens, je jouais ça il y a pas mal de temps. C'est revenu dans les listes, c'est marrant. Avec Fiora qui est là pour pouvoir potentiellement gagner, mais pas que. Des gens des fois font l'erreur de vouloir jouer qu'autour de la victoire avec Fiora. Là, ce deck-là est pas fait pour ça. C'est des fois tu vas gagner avec Fiora, mais pas toujours. Shen qui est là pour être un gros support, il apporte beaucoup de choses. Et on a du coup plein de bonnes créatures. Le tracker qui est vachement bien. La petite qui augmente avec les boucliers, qui peut mettre des gigantesques croûtes. Bien entendu, le Bright Steel Protector qui est aussi un des meilleurs T2. Je pense que T2, 3-2 qui te file un boubou. Quand tu as déjà une créa sur board, c'est probablement le meilleur T2 du jeu. Bonjour. L'oiseau into la barrière, c'est la folie. River Shaper qui est vraiment le bro de plein de decks avec où on a envie d'avoir plein de sorts parce que ça fait piocher énormément, surtout quand on peut le protéger avec toutes ses frappes. Le Screeching Dragon qui est là pour aller chercher en challenger. Et du coup, dans cette liste, Citria et des Bright Steel Formation parce qu'on a envie d'avoir apparemment des listes un peu plus costauds, un peu plus lourds. Ouais, en gros, la discussion, c'est qu'il y a 4 places pour ça. Il y en a qui jouent 3 Citria, une Bright Steel si tu veux battre les decks faibles à redoutables. J'ai vu une Citria, 3 Bright Steel pour aller vraiment chercher des gros decks contrôle. Comment ça te ça J'ai vu des mecs qui veulent taper des decks dragons. 3 Bright Steel, les decks dragons, ils aiment pas, hein, parce que c'est aussi des decks qui jouent que au board. Gérer des 9-9 barrières 3 fois dans la game, c'est long. Hein. Non, mais t'arrives jamais à la situation où t'en fais 3 de suite. Tu fais juste pour empocher un plus rapidement, mais quand même. En général, quand t'en fais un pilote, la partie est terminée. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi là, en gros, l'idée, c'est il y a 4 places et c'est ces 2 cartes qui les prennent. Moi, par exemple, je suis à 3 Citria, une Bright Steel parce que j'affronte beaucoup en master de TF Gohard et que le deck est très faible à redoutable, par exemple. Mais voilà, c'est pour dire que c'est flexible, quoi. Ok, et bien entendu, les spells, tous les spells, les Sharp Sight, les ripostes pour protéger et buffer un petit peu, single combat et concerted strike pour les wins à la Fiora, le deny parce que tu joues Ionia, du coup 3 deny, hein. Faut pas déconner. Avec le Gohard, maintenant, il y en a pas mal qui sont passés à 2 deny et 1 Opify, parce que Opify, c'est juste moins cher contre Gohard. Surtout que vu que la méta tourne plus sur les sorts actuellement de Piltover et Zone, du coup tu peux Nopify un Get Excited ou un Mystic Shot. Voilà. Du coup, là il y a les poursuites qui sont un peu la carte flexible. Les versions vraiment hardcore, il y a 2 Nopify, 3 deny. Personnellement, je trouve que c'est trop. Et sinon, des fois, on voit du 2 Nopify, 2 deny, 2 deny, 1 Opify. Pareil, un peu comme les créatures, faut jouer un petit peu avec votre équilibre. Voilà. On enchaîne, on va laisser parler Trek. Tam Soraka, c'est pour toi, vas-y. Rien de plus qu'avant. Hein. Pour le coup, là, c'est bon, ils sont enfin décidé de mettre des bonnes listes sur le site. C'est ta liste. La semaine où je t'ai demandé, je leur ai donné c'est celle-là. Hein. Je sais, c'est pour ça que je te taquine. Du coup, maintenant que vous avez mis à jour, on a quelque chose de propre, du coup, c'est cool, quoi. Ah, mais moi, quand on me dit que les choses vont pas, je les rectifie, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, sinon, je trouve que le deck est toujours aussi fort, très intéressant actuellement, en fait, parce que vu que la méta a changé, on a beaucoup moins de gros deck contrôle, parce que là, on a parlé de Field the Rush, mais personnellement, je ne l'ai pas revu en ladder depuis un bail. On en voit beaucoup moins. Il est pas là, c'est un très bon deck de tournoi, mais en ladder, Field the Rush, il est sous les 5% de popularité. C'est ça. Aurésol a disparu. C'est surtout les decks mid-range actuellement que ce deck-là peut gérer. Vu que tu as la gestion de board, tu as les challengers, tout ce qui est blast, tu peux te soigner en instant pour te faire gagner la tempo. Et actuellement, quasiment plus personne n'a de gestion de monument. Du coup, tu postes à fontaine et t'es bien, quoi. Tu vas juste grinder la game tranquillement. Et avec ces outils, le deck peut regarder le deck Gohard et faire oui, il me met 5, d'accord. C'est un des contres naturels au TF Gohard également. Ouais.
C'est- Et c'est- il est aussi très bon contre Ezreal Draven quand ça joue pas Terre Brûlée. Ah, ouais, non, après, la hache de guerre noxienne aussi, enfin, comment elle s'appelle? Oui, la guillotine. La guillotine fait mal quand même. La guillotine fait mal. Disons que ça dépend de ton nombre de bastions, quoi. Après, tu peux le bait en soignant, mais si le mec est pas con, voilà. Disons qu'à niveau égal, si le S-Draven joue bien, le S-Draven va quand même être devant. Pour le coup. Ok. Mais c'est le seul, parce qu'il a les façons de tuer instant les créatures. D'accord. Mais, Soraka Kench qui est peut-être un des decks les plus complexes à bien jouer. J'ai vu très très peu de gens très très bien le jouer en réalité. C'est l'un des plus demandants en termes d'informations nécessaires, je pense. Bah, pour le coup, c'est aussi un des rares decks qui te demande de faire gaffe avec tes champions, tu vois. Il y a des decks où tu peux juste balancer tes champions en t'en battant les couilles. Là, ton Tahm tu le jettes pas en t'en battant les couilles, tu vois. Bah tiens. Tu fais gaffe. Ouais, Tiens. on parlait d'Elise, c'est exactement l'inverse. Voilà. Tiens. Parce que si tu fais pas gaffe, tu vas plus y perdre de Oui. très loin que y gagner, quoi. Oui, Ah bah, on les a vus, hein. Les Temkench jouer sur T4 avec 0 mana stocké qui prennent des abattages. Dommage. Non, ça, c'est pas le pire. C'est quand tu vas commencer à faire des goûts exquis pour rien, puis ton Tahm va crever bêtement, tu vois. Oui, Ouais, où tu fais des grands goûts. Moi, en Furachen, régulièrement, je prends des goûts acquis sur mes dragons 4-5. Le mec a plus de mana, il prend Sharp Sight, le Temkench est mort, et je regarde le mec en mode, t'es vraiment sérieux là? Ça, genre le mec t'a offert la game, quoi. C'est 2 mana, péter le héros adverse. Et en plus, vous avez une 6-7 pour le tour. Eh Eh bien, bien, merci. Et potentiellement, il a soigné ta créature, en plus, hein, potentiellement. Oui, non, mais il y a des trucs de fou. C'est comme les créatures invoquées. C'est des choses comme ça, parce qu'il faut savoir que Temkench, il mange puis il réinvoque. Du coup, des fois, tu récupères des effets un peu sympas. Ouais, sur un Miss Race, tu vois. Sur la madame qui invoque. Non, Bref. voilà, un deck demandant. Deck sympa, mais voilà, faire gaffe. En parlant de trucs où la plupart du temps tu peux lancer tes héros en s'en battant un petit peu les cahuètes, bah c'est chez Juani, hein. Frostbite, hein. En vrai, Frostbite, bah t'as des cartes qui s'allument, tu les poses, tu sauces, tu mets des reckoning, quand t'as plus de cartes, tu poses Trifarian Assessor, Captain Pharaon il est là au bout pour finir. Les deux copines elles font des trucs, c'est cool. Pour avoir testé beaucoup le deck, parce que je pensais l'amener en seasonal et je pense que c'est un mauvais deck actuellement dans le méta, Reckoning est une carte fantastique. Parce qu'il y a très très peu de grosses cartes dans le deck. Genre Reckoning, ça clean Soraka Temkench, ça clean TF Gohard, ça clean assez souvent Ezreal Draven à part Pharaon. Donc la carte est folle, et je pense que si vous jouez Frostbite, faut en jouer 3. Genre moi j'étais passé à 3 et que 2 abattages. Après, le problème, c'est que si vous regardez un peu tous les decks qu'on a vus avant, il y en a très peu qui dépendent du board pour gagner la game. Et du coup, la mécanique de freeze actuellement est très très faible dans le méta, je crois. En fait, le deck est réapparu à un moment où on a eu beaucoup de gens qui jouaient Scout, des choses comme ça, et en fait... Il est apparu pendant ce coup de Furachen et il a démonté tout le monde. C'est ça, le deck est là, il fait attends, Fiora, elle doit tuer des gens, mais quand t'as pas d'attaque, tu tues pas. Non, tu Et pas tant, ça s'appelle. tes scouts, ils attaquent plusieurs fois. Bah, attaquez-moi plusieurs fois, hein, mais vous avez 0 d'attaque. Hein. C'est pas fort. Hein. C'est pas fort. Hein. Les reckonings, les abattages, tes Miss Fortune, elles tenaient jamais. C'est compliqué. Mais c'est vrai que est-ce que lui, c'est pas un deck de réponse un petit peu à un méta et que du coup, comme le méta est en train de tourner, bah lui, doucement, est en train va doucement disparaître. Il baisse au fur et à mesure. Pareil, pour l'avoir essayé, les petits faucons actuellement, moi je les ai fait sauter pour mettre les 2-3 qui font +1/+1 quand tu joues un sort. Parce que les T1 avec 1 PV dans le méta actuel, c'est très très compliqué. Je veux dire, TF Gohard, il voit un T1, il fait oh cool, je peux cycler Gohard pour 1. Mais en vrai, moi, ce que j'aime bien dans ce deck, c'est que je le trouve simple à jouer en fait. C'est simple et efficace. C'est l'un des decks les plus faciles à apprendre. C'est ce que j'allais dire justement. Cette simplicité, c'est aussi son défaut, c'est qu'il manque de plan de jeu et de flexibilité en fait. Voilà, et contre les decks du moment, tu peux pas te permettre d'être aussi non flexible. Voilà. Ouais, linéaire. Voilà, c'est linéaire. T'as bien raison là-dessus. Mais effectivement, il est simple et pour les débutants, c'est un bon deck. En plus, pas très très cher à faire. C'est pas très cher. Débutant. Voilà, en parlant de deck pour débutants, Draven Jinx, va dans la gueule. Moi, je propose qu'on en parle aussi longtemps que durent les parties. Du coup, on passe au prochain. Voilà. Si vous comprenez pas le deck,
Il y a la masse de followers, la masse de champions agressifs. Bah, On est là pour la se vider la main, preuve- taper, et puis voilà La quoi. preuve que c'est un deck simple, c'est quand même le premier deck du jeu qui était donné. Dès la bêta, dès que le jeu avait commencé, même après, c'était le deck que tu avais de base en Ouais, fait. ouais, c'est vrai. Et maintenant, c'est C'était vrai qu'il y a déjà des... ces deux champions-là. Bon, Draven avait 4 d'attaque parce qu'ils avaient vraiment fumé. Déjà, imagine, déjà quand on voit la force de Draven actuellement, imaginez la Et- bêta, il avait 4 d'attaque. Et en vrai, en vrai, il y a quasiment aucune carte. C'est quasiment il n'y avait pas les poros, c'est tout. Et Voilà, sinon, c'était ce deck-là. toutes les cartes font partie du set de base, à part le Oui, canon à non, mais Poro. mais Voilà, je pense même que la liste n'a peut-être pas bougé depuis le début, en fait. Tu c'est vois. peut-être, voilà, c'est simple. Et si tu regardes, il y a juste des nerfs par-ci par-là qui sont passés. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça va te parler? Mono Rouge Burn. Ouais. T'as- Ouais, t'as- c'est le truc qui a toujours été là. Et... voilà, Hunterface dans Hearthstone aussi, on a toujours trouvé un moyen de faire du Hunterface, des choses comme ça. Hein. t'as tes Lightning, t'as tes foudres, t'as tes trucs, t'as ton sort qui met 4, t'as toujours ces trucs-là. C'est un espèce d'étalon qui est là pour dire au deck, attention, y a ça qui sauce. C'est la valeur étalon de la sauce, en fait. Yes. Et c'est plutôt bien pour équilibrer un méta de savoir que t'as une valeur étalon de la sauce. C'est-à-dire que si ce deck est plus valable, bah ça veut dire qu'il y a eu un problème et que les cartes défensives sont trop fortes. Faut que ce deck il puisse gagner des games, c'est la valeur étalon de la sauce. Voilà, c'est C'est un restaurant de pâtes. voilà, j'allais dire c'est nouilles, mais si c'est ça la valeur étalon, c'est vraiment qu'on bouffe de la merde. Anivia Reborn. Du coup, Anivia Reborn, Den, tu l'as beaucoup joué. On a laissé Trek. Est-ce que tu peux nous expliquer Anivia Reborn vite fait pour. Déjà pas mal parlé. Le principe d'Anivia Reborn, c'est de gagner parce que ton adversaire n'a littéralement plus aucune possibilité de gagner. Et du coup, en fait, on bloque complètement la game, on pose Anivia, et là, on dit à l'adversaire, soit elle te gratouille, soit tu la tues, et du coup, elle te gratouillera 2 fois plus vite parce qu'elle revient. Et en fait, le but, c'est de poser un choix qui n'a pas de bonne réponse à l'adversaire, et au fur et à mesure, la situation devient de pire en pire, jusqu'au moment où tu fais Harrowing, et ça ramène des Raviveurs et des Anivia, et là, par contre, tu as un board qui commence à taper à 6 ou à 8, juste avec le fait de déclencher l'attaque par le passif d'Anivia, plus le fait que quand tu tues Anivia, elle revient. Et du coup, en fait, le deck Anivia, tu ne peux pas le battre à la fatigue. Tu dois le tuer. C'est comme si dans Hearthstone, il y avait un deck qui ne pouvait pas perdre la fatigue. Ben, ce serait Anivia Reborn, en fait. Tu es obligé de tuer ce deck. C'est le seul moyen de le battre, c'est de le tuer. Alors, il se trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de decks qui sont totalement capables de tuer des choses, ce qui fait que le deck est un peu plus compliqué à jouer. Mais c'est très bon contre aggro, parce qu'il y a une quantité de défense absolument monstrueuse dans le deck. Et c'est très bon contre les decks qui n'ont pas de conditions de victoire précises et qui sont juste là en fait pour attendre parce que tu dis mais si on attend, tu ne peux pas me battre en fait. Ah bah, j'ai envie de dire quand même que Aristocrate et Avalanche x3 contre les agros, c'est solide. On n'est pas là pour déconner, Avalanche Oui, non, x3, mais voilà. regarde le deck, enfin je veux dire, t'as triple aristocrate, triple tavernier, triple grâce, triple withering whale, triple avalanche, genre le deck aggro, il regarde le truc comme ça, il fait mais j'ai même pas envie de poser en fait, ça ne sert à rien. Et pourtant, il faut. Voilà, du coup, Anivia Reborn, voilà. Moi, je l'ai dit, c'est fun. Très qui trouve ça moins fun. Moi, j'aime pas. Je trouve ça chiant aussi bien à jouer qu'à affronter. Je trouve qu'il n'y a rien de fun dans le deck, en fait. Alors moi j'aime beaucoup le deck, mais dans le bon méta. En fait, je partage vos deux points de vue. Ça dépend juste de ce que mais, j'affronte. mais ça dépend de la journée. Ouais, c'est ça. Et le dernier deck, on entendait pas mal de gens il y a quelques temps qui disaient que c'était largement le meilleur deck du jeu. C'est le deck numéro 1 Europe en fait. Depuis très longtemps, c'est Gamebreaker qui élocite la première place. À un moment, il est monté à 850 LP, il avait mis 150 points au deuxième, et apparemment, il aurait tout fait en Emerveil. Alors, ça veut peut-être dire quelque chose, mais ça veut peut-être juste dire que le mec est très fort. Et du coup, Emerveil, le Emerveil pour essayer d'expliquer comment ça marche, c'est un On va demander à Trek. Oui, bah tiens, Oh, vas-y. non, bah, vas-y, Levier. Ça peut être intéressant de voir comment toi tu le vois, justement. On en a parlé. D'insulter Volvi puis d'expliquer. Allez. Exactement. On en a parlé sur le Discord de cette semaine. En fait, il y a un espèce de côté contrôle rouge. C'est que en gros, on va avoir beaucoup de gestion avec des blasts et qui potentiellement peuvent partir gueule.
On a les classiques de chez Piltover avec Thermogenic Beam, Mystic Shot, Get Excited, Static Shot. Mais à côté de ça, en fait, on a des trucs qui à la fin peuvent te regarder et dire bah, tu sais, en rouge, tu sais, t'as les gros dragons qui à la fin font un truc. Je sais pas si tu vois le genre de deck auquel je parle, tu sais, où t'as ce deck en fait, où t'es là pour. Tu fais des blasts, tu peux gagner au blast, puis à un moment, mais éventuellement, tu vas avoir des dragons et gagner parce que les dragons c'est plus fort que le reste des types de cartes. Bah là, t'as Star Shaping, t'as t'as Solari Priestess, t'as Heimerdinger qui te donne de la value infinie. Et du coup, bah, tu vas gagner comme ça. Je trouve que c'est un deck assez intéressant parce qu'en fait, je trouve que c'est un deck à 2 vitesses. Yes. Faut reprendre là, je crois. Je sens que tu as fait 3 petits points dans ta phrase. Bah oui, c'était pour que quelqu'un reprenne. Non, mais pour moi, c'est comme. Enfin, j'ai déjà donné mon avis sur ce deck-là en même temps que le Ezreal Draven, d'ailleurs, j'ai fait la comparaison. C'est les deux gameplays similaires. Tu balances des créatures d'early mid-game. Et celui-ci est un peu plus late. Très fortes. Non. Pour moi, ils sont. En fait, c'est juste qu'il y en a un, il finit avec des blasts, dont Faron. Lui, il finit avec des créatures divines. Mais c'est le même gameplay. Hein. C'est tu poses des créatures mid-range qui embattent l'adversaire. Tu as des gestions. Sauf que lui, en plus, a accès aux sorts de Targon qui sont OP, en fait. Silence et cascade, c'est incroyable comme ça. Il y a Touch qui est en vrai le petit soin est pas ridicule Qui est du tout. sympa. Qui est très très sympa. En fait, moi, ce que je trouve très intéressant sur ce deck, et du coup, je ferai réagir Den, c'est qu'en fait, il y a la Mountain Goat. Et la Mountain Goat, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'à chaque fois qu'elle tape, en fait, elle donne une gemme. Et les gemmes, on se rappelle, c'est des trucs pour 1 qui donnent, ça soigne de 1 et plus 1 d'attaque pour le tour, si je me trompe pas. Et ça peut pas être joué en contre, et ça peut pas être joué pendant le combat. C'est plus un attaque pour de vrai. C'est pour de vrai. Ah ouais, c'est permanent, excusez-moi. Et moi, ce que je trouve très intéressant avec ce deck, c'est que du coup, avec ça, avec la Priestess, avec Guiding Touch, avec Spring Guardian, avec plein de cartes comme ça, il y a une gestion de la priorité qui est assez ouf. Yes. Den. Alors, moi, j'ai pas beaucoup joué le deck, mais je l'ai affronté plusieurs fois. Et c'est vrai que, en fait, pour moi, le deck, c'est un petit peu la version contrôle de S-Draven. Bah, c'est ce que je dis. Oui, mais j'ai pas dit que. Calme-toi. À quel moment j'ai dit alors on va partir du principe que Voldemort tort tout le temps dans tout ce qu'il dit. Non, c'était pour dire que j'étais d'accord avec toi, mais du coup, Trek est pas d'accord, donc on échange, c'est intéressant. Pour moi, c'est un deck très versatile, qui peut avoir beaucoup d'options, notamment par les cartes célestes qui, elles, s'occupent de la version de la partie late game. Après, pour moi, actuellement dans le méta, je trouve que le deck n'a pas assez de développement en early. Il a des sorts pour tenir, pour ralentir, mais je trouve que Runeterra commence à arriver dans cette phase où, quand un deck a décidé de te taper dessus, il fait pas semblant, et Mystic Shot, Get Excited, tout ça, c'est des très bonnes cartes, ça va ralentir, mais maintenant, contre les decks agressifs, il faut pas ralentir, il faut stopper le truc net pour pouvoir développer, et je trouve que, par exemple, Solari Priestess, c'est devenu trop lent dans le metagame actuel. Ça, je suis d'accord. C'est bonne, mais les petits bodies comme ça, on n'a plus le temps de les développer. Donc je pense que l'archétype a encore beaucoup de potentiel, mais qu'il faut peut-être revoir la liste vers quelque chose d'un petit peu plus solide au niveau du board en early mid. Ouais, ça je suis d'accord. Après, si tu regardes S-Draven, n'a pas beaucoup plus de créatures. Hein. Et pour reprendre quand tu as dit lui que je n'étais pas d'accord, si, je suis d'accord avec vous. Non, c'est juste que il y a un tout petit. C'est la version contrôle. C'est juste que la différence, c'est qu'en fait, comme je disais, c'est le même gameplay, sauf que en S-Draven, tu finis en faisant Faron et des décimations. Là, tu fais Starshipping et un dragon élusif qui va dans la gueule qui tue le mec, tu vois. Mais ça revient au même au final. Ouais, mais S-Draven, t'as quand même beaucoup plus la possibilité d'arnaquer des games au début avec ton Draven qui part en couille, avec ton S qui potentiellement peut partir en boule. Ta vaille qui part en couille, je peux te dire qu'elle fait mal. Hein. Ouais, mais ça arrive beaucoup plus tard. Voilà. Mais après, je pense, j'abuse un peu sur le beaucoup, j'avoue, tu as raison. Mais je pense que on est à peu près d'accord, mais que c'est ténu sur l'appréciation. Voilà, on a une appréciation qui est, tu vois, on est des spécialistes, hein. Tu vois, nous on est là, tu vois, un micron, c'est de leur favori, hein.
Bon, ce tier 2 du coup qui est passé où il y a beaucoup de decks, c'est assez intéressant de voir qu'il y a autant de decks dans un tier 2. Et on va passer le tier 3. Ou alors, le tier 3, il y en a un qui reste là. Je me suis dit, attends, Le tier 3, franchement, ils sont... j'avais la musique de Naruto, là, tu sais, où il est tout seul sur sa balançoire. C'est violent, quand même, je trouve ça. Mais ça, c'est le système de notes où je leur avais dit, les gars, c'est normal qu'il y ait un tier 3 et plein de tier 2. Et ils m'ont dit, c'est juste le système de notation. Mais en fait, Il n'y a pas de respect. mais c'est les Américains, là. Les Américains, ils notent beaucoup trop gentils par rapport à nous. Sadness and Sorrow, quoi. Du coup, il y a que MF Scout, deck qui, voilà, était il y a quelques temps en mode, oh, c'est le meilleur deck. Et là, au fur et à mesure, les gens ont fait, attends, on va jouer contre. En vrai, le deck est toujours très fort et il mériterait d'être avec les autres poteaux en tier 2. Le problème du deck, c'est pas dur, ça. En termes de puissance brute, ou faire redescendre des tier 2 avec lui, tu vois. Mais... il faudrait faire redescendre certains tier 2. Par exemple, je pense que Frostbite est un tier 3 actuellement. Oui, clairement. Oui, je suis assez d'accord. Mais Frostbite, c'est pour contrer ça. Tu mets pas en tier 2 un deck qui sert à contrer un deck tier 3. Exactement. Mais en fait, le problème de Scout actuellement, c'est qu'on l'a dit, le metagame ne dépend plus du combat sur le board. Et Scout, son énorme force, c'est le combat sur le board. Sauf qu'actuellement, TF Gohard, S-Draven, tous ces decks-là, ils le regardent comme ça, fait non, mais moi je te mets des spells dans tes créas. Mais en fait, c'est juste que Gohard est trop fort. Du coup, automatiquement, le deck, son truc, c'est il va gagner, mais il met quand même du temps à gagner. Je veux dire, la plupart, pour le coup, celui-ci, on l'a beaucoup joué. Des fois, t'as des games où tu exploses le mec, mais souvent, c'est voilà, tu vas avoir plusieurs tours, t'as Miss Fortune qui va s'activer, etc. Mais là, t'as quand même pas mal de créatures qui vont se faire avoir par toutes les petites gestions. Et l'autre, il tourne tellement vite, quand tu prends un fêté valise sur le deck, bah tu les fais vraiment en fait, hein. Ouais. Bon après, en théorie, t'es censé faire en sorte que le mec ait pas le temps de faire ses valises, justement. Ouais, mais ça va tellement vite que... Mais c'est surtout qu'il y a tellement de petites créatures que le Gohard peut juste balancer en mode mur sur la route que c'est dur de passer en fait. Moi, pour en avoir pris des tréteaux, t'es là, tu fais, ah bah j'ai perdu. Le Gohard T6, là tu fais les valises pour de vrai. Hein. Bon. Par contre, là, vous avez remis la liste sale, quoi. La liste qui a été salie par les créatures de Bilgewater. Ouais, non, ça c'est la liste de Ultraman d'il y a un moment. Sauf qu'en fait, j'avais même pas envie de me battre pour ce deck parce que c'est très bien dans le métagame, etc. Voilà. Mais je suis totalement d'accord. Actuellement, si vous voulez jouer Scout, envoyez un MP ou quoi, mais il faut jouer les listes Lucien. Ouais, avec Bannerman et tout. Surtout, c'est Bannerman. Et c'est après, Bannerman. C'est un peu mieux, c'est dans la logique, mais Bannerman, tu vois. C'est Bannerman. Ok, on va juste vite fait voir les bonus decks. Targon Invoke, voilà, le deck existe. Alors, je suis désolé, mais c'est pareil. Ça me faisait mal. C'est quoi, vas-y. Dis-moi, Dan, quelle est la logique derrière cette catégorie bonus deck? En gros, c'est les decks que des gens ont vus, mais qui ne méritent pas d'être dans les tier lists. Je sais pas. Voilà. Non, mais est-ce que c'est genre un peu genre le palmarès du deck sympa, prometteur, mais tu ne sais pas encore? C'est des decks sur lesquels on n'a pas assez d'infos pour les évaluer, et donc on a fait une catégorie bonus. Même deck. Ouais, voilà. Non, pas même, parce que par exemple, le Darius Draven, je l'ai joué un peu, et il est pas mauvais. Mais dans cette catégorie-là, enfin, pour moi, déjà, il y a des decks qui manquent. Genre, pour moi, il fallait un deck dragon, genre Assol existe, même si j'aurais plus mis Shyvana Assol que Leona Diana avec 3 dragons perdus au fond du deck. Avec un Sky Descent qui est là de loin. Voilà. Ouais, non, Sky Descent. Il y a des gens, ils mettent des cartes qui coûtent 15. Mais voilà. Et souvent, en fait, la catégorie bonus, c'est les joueurs qui disent, écoutez, moi, cette semaine, j'ai testé ça, machin, je pense que ça a du potentiel. Si jamais on veut l'inclure plus tard, c'est bien d'en parler, histoire de préparer un peu les gens. Tu sais quoi, on va aller très très vite parce qu'on est déjà long. Non, mais sans parler d'eux, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des decks qui existent, qui sont ok, qui sont même pas dans votre tier list nulle part. Je suis d'accord. Genre, pourquoi Deep n'est pas là? Pourquoi, Deep, ça existe vraiment. Non, mais pourquoi MF Burn n'est pas là? Pourquoi il y a qui que je pensais aussi? Lee Sin n'est pas là. C'est des decks qui existent, qui sont loin d'être mauvais, en fait. Lee Sin, oui. Et c'est ces decks-là qui devraient être dans le Spooky Karma a disparu. Mais en fait, pour tout te dire,
nous, il y a un mec qui s'occupe de lister tous les decks et qui nous envoie un document le mercredi ou le jeudi pour qu'on mette des notes. Et ensuite, Ouais. c'est aux joueurs de dire s'il manque des choses en fonction des decks qu'ils ont vus. Il y a Alors pas moi, en Swing général, je TF. rajoute les decks que j'ai vus, mais c'est vrai qu'il y en a Ouais. toujours quelques-uns qui passent à la trappe. Ah ouais, Swain TF n'est pas là non plus. Genre, il y a bien 4-5 decks qui sont très décents. Pour le coup, Swain TF, il a disparu des radars. Hein. Ouais, Moi, ça je l'ai arrête pas pas. affronté depuis Ah, au si. moins 5 jours. Ah, si. Ah, moi, je l'ai affronté plusieurs fois. Hein. Je l'ai affronté plusieurs fois. Il est plus aussi stylé qu'avant, d'accord. C'est Mais il Swain reste. TF maintenant, non Plus. Il reste. Non, il y a encore des versions Swain TF. J'ai fait 2 parties avant-hier, j'en ai pris un. Ok. Alors on passe très vite. Ce Targon Invoke, moi ce Targon Invoke, quand je vois le deck, je me dis hey, mais c'est un deck de démarrage pour l'extension Targon, il te montre, t'as toutes les mécaniques, t'as l'invocation, t'as Crépuscule, t'as Aurore. C'est un deck que t'as dans les défis là. C'est vrai, c'est un deck de défi, très bien. Darius Draven, bah c'est 2 frères. C'est le deck, les voilà, c'est le deck 2 frères et les 2 frères des ours là, je sais pas quoi. En fait, c'est quoi, c'est la catégorie lore en fait, toi, c'est genre des Voilà. petits decks comme ça, Voilà, avec une histoire derrière et cette muscle. ça c'est le deck Laurel et Hardy quoi, sympathique. Le Darius Draven, pour l'avoir testé un peu, il est pas dégueulasse. Je le Ouais. joue pas exactement sous cette forme, mais apparemment Ultraman a eu d'excellents résultats avec un. Non, mais c'est pas dégueulasse, tu vois, t'as plein de trucs qui percent, mais bon, voilà, ça existe. Et alors, Poro midrange, parce que si tu veux jouer 2 Timo, un Trundle, une Sejuani, parce que bon, tu te dis qu'il va pas avoir peur, tous les poros du monde, des poros snacks et des Feel the Rush, parce que c'est vachement intéressant d'invoquer Timo sur Feel the Rush. Tiens, c'est étonnant comme idée. Le deck qui sert à rien. Bah, Trundle, à l'époque où il était pété, oui, là maintenant, il a un peu moins de sens. Hein. Pourquoi il est en foin à la personne qui a fait le deck? Il avait que 2 Timo, il a pas voulu le dire. Il y a eu un truc. Pourquoi ce x1? Mais sinon, moi j'aime bien la liste, hein, avec tous ces poros, le canon à poros, le Mystic Shot. Non, mais dis pas que t'aimes bien la liste. Déjà, il y a même pas le poro qui a des mots-clés aléatoires ou des trucs. Mais oui, comme ça c'est terrible, il y a que 2 aurores poréales. Je suis désolé, tu fais un deck poro, t'as que 2 aurores poréales et une Battle Fury. Mais non, il faut aurore poréale x3. Cette semaine, honnêtement, le Darius Draven, je veux bien à la limite dire que le deck est à peu près correct et pour l'avoir testé moi-même. Les 2 autres decks, c'est une arnaque monumentale. Pourquoi il n'y a pas Brom là-dedans aussi? Il y a des gens qui sont. Parce qu'il y a Trundle, je sais pas, putain. Celui-ci, je dois avouer, hein, j'ai regardé le méta snapshot tout à l'heure avant de faire la vidéo quand même, avant de commencer mon stream, et j'ai regardé un peu les decks, j'ai fait ah oui, d'accord, je me souvenais plus, je pensais qu'il y avait 2 decks en tier 3, je me souvenais plus qu'elle était vraiment toute seule, la MF Scout, ça fait très, j'ai fait putain, le tier 2 c'est le bordel et tout, et puis les bonus decks, j'ai vu pour au midrange, j'ai cliqué dessus, j'ai fait yeah. Non mais surtout que cette catégorie bonus deck, on est d'accord que c'est les mêmes qui reviennent chaque semaine. C'est les 3... Je suis quasi sûr que c'est les 3 mêmes qui sont depuis un mois. Hein. Je sais pas, c'est moi je pense que c'est la catégorie B. Darius Draven, il a été inclus cette semaine. Ouh là là, t'es sûr Den? T'as pas envie de vérifier avant? Moi, j'ai envie de dire, tu sais, c'est cet endroit chez ton libraire où il y a jamais personne qui va parce que c'est les livres sur la théorie quantique de la cuisson des nouilles en altitude et du coup bah t'as jamais personne qui y va, du coup on n'y touche pas. Ça a sa propre vie dans son coin. Ok, on a fait le tour. Merci mes amis pour ce tour et il nous reste à parler d'un truc. La France est deuxième. La France n'est pas championne d'Europe par équipe de Runeterra. Quelle souffrance qui touche mon âme. Et les gagnants, c'est qui? C'est les Portugais. Allez, bravo. La finale était assez belle à voir en termes de gameplay. On parlera du qui m'a donné un petit peu des boutons plus tard. Il faut savoir que la diaspora portugaise est la première diaspora en France. Du coup, je pense que juste pour cette défaite, il faut les booter à la Jeanne d'Arc. Voilà, c'est plus nos amis, on les aime plus. On les jette dehors. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette révolution en France? C'est Runeterra! Ils ont pioché trop de Goard! Bande de saligots! Qu'est-ce que vous en dites? On fait ça ou on fait autre chose? Autre chose. Le présentateur ne parle que pour lui, bien entendu.
Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce tournoi? Je sais que Dan a un peu suivi. Trey, t'as pas du tout suivi cette semaine. Je sais que t'as regardé un peu les dernières semaines. Un peu avant, pas cette semaine, parce que j'avais d'autres choses à faire et que vraiment c'était pas une préoccupation. Quoi. Est-ce que ça t'a pas intéressé par le format, qu'est-ce qui a fait que t'as eu ce manque Tu d'intérêt? le sais, Volvis, qui m'énerve. Je te pose la question, moi je le sais. Ce qui m'énerve, c'est le cast, évidemment. Et alors certes, de semaine en semaine, ça s'est arrangé, mais le problème, c'est que justement, il y a un mauvais a priori au début que j'avais pas envie de revenir voir. Tu vois. Ok. C'est un bon argument. Alors, Mais, et deuxième truc aussi, parce qu'en soi, je trouve ça hyper intéressant de regarder du gros niveau de jeu sur Runeterra, qui est un jeu qui est pas si vieux, où le niveau, comme on disait, est pas encore foufou. Alors voir du gros niveau de jeu comme ça, c'est super intéressant, mais par équipe, c'est chiant parce que c'est long. C'est vrai que c'est très long et qu'on aurait gagné à avoir voilà, le nouveau système de temps plus tôt. Exactement. Dan, ton avis? Alors, j'ai un truc un peu différent de Trek au niveau du cast, c'est que moi, pour le coup, j'y suis revenu toutes les semaines. J'ai essayé. Et ça s'améliore, je trouve. Darty l'apporte, Taitu apporte. Les casters s'améliorent eux-mêmes. Par contre, et je suis désolé si un jour tu écoutes ce podcast, Nathalie, mais tu m'as empêché de profiter de ce tournoi. Ah ouais, carrément. C'est agressif quand même. Ouais, non, je m'excuse, mais ouais, c'est littéralement genre. C'est ce que t'as ressenti, dis-le. Hein. J'ai coupé le. Non, mais il y a plusieurs fois où j'ai coupé le stream, genre c'est la première fois qu'un caster me fait tilt. C'est ne pas connaître les noms des cartes, c'est une chose, mais faire semblant de les connaître et ensuite dire je le savais. Non, t'as essayé 4 fois, tu t'es raté 4 fois, et en plus, quand on t'a demandé les faits, tu t'es raté. Dire qu'ils peuvent ruin alors qu'ils ont 7 mana, vengeance quand ils en ont 6. La moitié des match-up, t'as tenté un truc et tu t'es raté. Voilà, je suis désolé, tu ne connais pas le jeu, c'est pas grave. Ouais. Le problème que j'avais en fait, c'est que autant au début, quand elle était que avec Gardoum, il faisait le rigolo et il connaissait pas le jeu non plus. Du coup, ça se voyait moins. Le problème, c'est que quand ils ont Mais ça se voyait vraiment qu'elle connaissait rien au jeu. Ça se sentait, genre vraiment, il y avait les phases où les mecs parlaient et il y avait les phases où elle castait. Et les phases où elle castait, j'avais l'impression que si je ferme les yeux, j'ai plus l'impression de regarder du Runeterra. C'était un autre jeu, elle parlait d'autre chose. Alors moi, ça m'a particulièrement gêné. Moi, pour le coup, en fait, on avait déjà parlé, et c'est le seul truc que je peux leur reprocher, en fait. C'est que quand j'entends des trucs de type il va pouvoir gérer l'auto-attaque, ou alors il va over je sais pas quoi. Enfin, il y avait plein de termes qui n'appartiennent pas au jeu de cartes, mais qui appartiennent qui appartiennent à Hearthstone. À Hearthstone, À League of Legends. à League of Legends, pardon. Ou MOBA de façon générale. Je veux dire, à un moment, il y a eu un et là, il va pouvoir le last hit. Mais non, en fait. Il va faire un trade, il va faire un uptrade, il va faire un échange avantageux si tu veux vraiment la passer à la française. Mais tu dis pas qu'il va le last hit. Voilà, overcast mana, non, mais non, c'est pas ça. C'est des petites choses qui, moi, en fait, de base, je regarde pas League of Legends. Alors peut-être que c'est ce qu'il leur est demandé, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir ce retour de leur part. Est-ce que c'est ce qui est demandé par Riot? Parce que ça peut être le cahier des charges, ouais. Ça peut être aussi, ça peut être ça, c'est qu'en fait il y a un cahier des charges duquel nous on n'est pas au courant et qui veulent avoir un cast qui est moins proche des jeux de cartes que de League of Legends d'habitude, ce qui est possible. Et du coup, moi en tant que joueur de cartes, il y a des moments, genre pareil, quand les mecs ils réfléchissent au lieu d'analyser, dire mais dépêche-toi, mais joue ta carte. Quand c'est trop, on en a connu des mecs sur des jeux de cartes qui allaient tout le temps au bout du temps, et c'est chiant, c'est vrai, mais par les tournois par équipe, tu sais que ça va aller comme ça, et il faut apporter quelque chose d'autre, et au bout d'un moment, j'avoue que, en fait, au début, leur agacement, c'est marrant, mais vu que leur agacement arrivait très vite, et que du coup, c'était pendant tout le week-end, au bout d'un moment, c'était plus le temps d'attendre les tours qui m'agaçaient, c'était leur agacement. Non, mais oui, c'est communicatif. Non, mais vu qu'ils connaissent pas le jeu, ils sont là pour animer. Donc au moins, ils animent bien, quoi. Mais ouais, mais après, c'est très compliqué. Quand tu connais pas le jeu, effectivement. Quand tu connais pas le jeu, je pense qu'ils connaissent le jeu, ils ont tous joué au jeu. Mais quand t'es pas spécialiste dans le jeu, c'est compliqué, effectivement, de taper des tours de 1 minute 30 où les mecs ils s'échangent la prio au bout de la corde parce qu'ils sont en train de réfléchir à tout. Je peux comprendre. Mais
c'est à ces moments-là, en fait. Ils les avaient en intervenant. Pourquoi à ces moments-là où c'était un peu long, on faisait pas rentrer Dartil ou Taitu, qui sont, je suis désolé, très bons. Les deux sont très bons. Pourquoi à des moments où c'était un peu plus tendu, on pouvait pas dire. Et pourquoi ça se passe comme ça, Dartil, ton avis? Ok, on repasse sur le jeu. Des trucs comme ça, tu vois, des trucs au milieu. Je trouve qu'on les a pas assez utilisés. C'était un peu dommage de les utiliser au milieu pour les match-up. Bah, au-delà de ça, et moi c'était le deuxième point qui vraiment m'a gêné, c'est qu'en fait j'avais l'impression d'écouter des gens qui n'aimaient pas le jeu. Bah, oui, voilà, plus- l'agacement, c'est ça. c'est ça. T'as raison. C'est J'avais exactement pas ce que j'allais faire. J'avais Vas-y. rien, et le but d'un caster, c'est de hyper l'audience, c'est de donner envie de regarder. Enfin, je veux dire, c'est toi le relais entre l'image et la personne sur sa chaise. C'est toi qui dois, entre guillemets, amener le contenu au viewer. Et moi, j'avais vraiment l'impression, genre, si je fais une comparaison avec un mec au restaurant, les mecs m'amenaient une assiette de caca. Ah ouais, carrément. Non, mais Un vraiment, peu. c'est des mecs qui débarquaient, ils faisaient tiens, voilà un contenu que je n'apprécie pas, que je trouve trop long, et au fait, ça me fait chier. Mais ne le fais pas. Va-t'en, en fait. Mets de la musique. Fais quelque chose. Fous une playlist. Mais j'ai pas envie d'écouter un mec qui dit bon, bah là, il met du temps. Bon, il a pas joué le deck que je voulais, et au fait, je vous ai dit que j'y connaissais rien. Non, juste non. Là, pour le coup, je pense que t'as raison, Dan. Je critiquerai jamais parce que c'est très dur à faire. Et je pense que pour eux, c'est particulièrement dur à faire. Mais c'est vrai, tu as totalement raison, qu'on avait ce sentiment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Ça aussi, j'aimerais avoir leur retour. Mais qu'il y en a certains, ils font ça parce que c'est la télé, c'est le contrat, c'est le truc. Mais qu'en fait, ils peuvent pas blairer le jeu. Ou alors, Non, mais tu vois, c'est surtout- le jeu, en fait, il l'apprécie. Voilà, le jeu, il existe, il l'apprécie bien, tu vois, c'est rigolo. Mais en fait, voilà quoi, hein, ils font 2 parties, ils enlèvent, ils repartent sur League of Legends pour faire une solo queue, quoi. Ce qui est pas mauvais en soi. Mais Bah, si, c'est mauvais pour moi parce que c'est un manque de respect en fait. alors non, Tu mais c'est manques pas de mauvais respect en tant au que jeu. personne en général. Pour le cast, Non, oui. mais moi, en tout cas, je sais que je l'avais mal pris. Tu vois, la réflexion que j'avais déjà dit la dernière fois, où bah, quand il disait que n'importe qui, avec le même deck, peut faire les mêmes résultats. Tu sais, quand Gardoum, qui sait pas du tout jouer, il te balance un truc comme ça, moi, ça m'énerve, tu vois. En tant que joueur de cartes, genre, bah, c'est bon, si je copie-colle le même deck que machin, je serai aussi fort que lui Oui, à presque rien près, tu vois. c'est comme si nous, quand ils cassent du LoL et qu'ils castent des mecs en challenger, on dit bah ils font pareil que les mecs en or, ils tuent des mobs et ils font des teamfights. Moi, Ouais, j'ai si je l'impression prends qu'il me si je crache prends à le la même gueule, tu vois, build, quand il dit ça. si je prends le même build, ça passe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah ça va, il a juste appris un build par cœur. Moi aussi, je peux le faire. Tu sais, t'imagines si je débarque à un truc de League of Legends et je fais bah en fait votre jeu c'est que des timings. Moi aussi, je peux apprendre des timings. Tu sais, mais et c'est même pas genre tu le dis comme ça, c'est vraiment tu le dis comme ça. Et puis quand le mec il fait un teamfight, tu fais ouais bah il a appuyé sur son ult. Enfin Non, mais moi de toute façon, ça m'énerve ce jeu, il a juste appuyé sur l'ult au bon moment. C'est moi j'avais l'impression que c'était ça le cast. Votre jeu de merde, de toute façon, 90% du temps, c'est juste faire clic droit sur le monstre, quoi. Voilà, c'est ça, tu sais. Non, mais t'imagines un casque de League of Legends où, genre, le mec au commentaire, c'est. Ouais, bah, forcément, enfin, je veux dire, il a un clavier, une souris dernier cri. Moi aussi, avec un matériel pareil, je clique vite, hein. C'est pas compliqué, hein. Si j'ai pas d'APM, c'est parce que mon ordi il lag, hein. T'as vraiment envie de regarder ça? Mais oui, mais c'est un peu dommage parce que, en fait, moi j'ai été plus dérangé vraiment aujourd'hui parce que, en fait, il y avait de l'agacement. Voilà, c'est vraiment cet agacement. Mais vas-y, mais joue ta carte. La première semaine, tu vois, j'ai été assez sympa et tout. Et je me suis dit, c'est pas simple et tout, il faut s'améliorer. Et je trouvais que malgré tout, tu vois, il y avait des efforts. Et c'était pas simple. Et je suis sûr qu'il y a eu des efforts aussi qui ont été faits. Ils ont écouté aussi le chat. Le chat il y avait certains qui étaient pas contents. Et ils ont ramené Taitu et Dartil, et ce qui était très très bien. Et je l'ai soulevé. Mais c'est vrai que là, l'agacement, c'est vrai que ça gâchait un peu le plaisir en fait. Tu sais, même quand c'est un peu chiant, tu vois, c'est tout con, mais c'est un peu français. Les gars, on va pas se mentir, c'est un peu français. Ça vous est déjà arrivé de regarder des matchs de foot où bah, c'est un 0-0 match serré, tu vois, et les mecs, ils sont en mode, et on se fait chier, et machin et tout. Et en fait, en tant que spectateur, ça te gâche un petit peu le plaisir, alors que, tu sais, dans d'autres pays, en Espagne, au Brésil, en Argentine, comme ça, même des 0-0 pourris, les commentateurs, ils sont tellement à fond qu'en fait, ils te font vivre le truc. Bien sûr, bah, c'est le travail du commentateur de te hyper sur n'importe quoi, même si c'est de la merde.
Mais c'est très français en fait, c'est que quand c'est un petit peu mou, un petit peu lent, je sais pas, tu vas aimer mettre les défauts. Moi, c'est un truc, je sais pas si c'est eux, c'est pas eux en particulier, mais c'est assez français, tu vois, de mettre le point sur là où ça va pas au lieu de sur là où ça va. Je sais pas. Je dirais que ça dépend des casteurs quand même. Hein. Parce qu'en France, on a quand même des casteurs qui sont hyper énergiques. Hein. Je pense à un Alors, certain Lutti qui va alors réussir voilà. à te faire hyper n'importe quoi, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, tu allais me parler de euh, les fameux les fameux Broverwatch, hein, Ouais. les brocasters. Effectivement, les brocasters, c'est une folie, mais c'est le jeu qui aide aussi. Et pour le coup, en fait, pour les avoir écoutés déjà, pour avoir regardé du League of Legends, sur League of Legends, ils sont tous très 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 bons en fait. Ils sont tous excellents sur League of Legends. Mais Bah oui. Mais moi, c'est vraiment ça. Je ne critique pas leur niveau de cast. C'est tous des très bons casteurs. Et moi, pour caster du Hearthstone, je peux totalement dire ce sont des meilleurs casteurs que moi. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème que j'ai, c'est que j'avais l'impression d'entendre des gens qui n'avaient pas envie d'être là. Et le boulot d'un casteur, c'est de donner envie aux gens. C'est moi pour ça, c'est ma principale critique. C'est vraiment, j'avais l'impression que les gens se faisaient chier. Et les trois quarts du stream, j'avais envie de me dire, mais si ça te fait chier, mais casse-toi. Je veux dire, il y a Taitu, Dartil, des mecs qui sont enthousiastes, qui savent de quoi ils parlent, etc., qui sont là et on les utilise pas parce qu'il y a un mec qui est là en mode ça joue pas assez vite, je me fais chier. Vous êtes sérieux? tu sais, moi je vais dire un truc, hein, parce que je sais pas, c'est les contrats, etc. Mais moi, gratuit, hein. Gratuit, je vais les casse les games, hein. Ouais, je vais kiffer mes pieds, hein. Parce qu'en plus, il y avait des games, et du coup, venez, on parle d'autre chose. Les games, il y avait des games qui étaient super intéressantes. Ça, par contre, moi, ça m'a fait du bien. Ce tournoi, ces quelques semaines de tournoi, de voir des matchs, surtout là sur les phases finales ces 2 derniers jours, de voir des matchs où bordel, ça jouait à la cartasse, quoi. Il y a vraiment des moments, des plays où je dis, waouh, ça c'est fort. Oh, j'aurais pas fait comme ça. Tu vois, c'était pas des trucs automatiques. On avait vraiment il y a eu quelques moments, c'est de haut niveau de joueurs de cartes, et ça fait du bien de voir ça sur une terrain. Je sais que Trek a pas trop regardé du coup, mais Den t'as regardé, est-ce que ça t'a fait un peu ce même effet que moi, que ça fait plaisir quand même de voir du Runeterra à ce niveau-là? Totalement. J'ai beaucoup vu de choses où vraiment tu vois justement que les gars tryhard, en fait, c'est à la limite, justement, si ça jouait mal, le fait que les casters se plaignent, je dirais ouais, ils prennent du temps pour rien. Mais là, en fait, ça prenait du temps, mais derrière, il y avait des plays de fou. Et justement, en fait, le problème, c'est qu'avec les casters qui n'étaient pas au niveau technique, bah, ils pouvaient pas transmettre ce qui se passait et ils pouvaient pas expliquer les plays et pourquoi ça prenait autant de temps. Genre, par exemple, à un moment dans le France-Portugal en finale, il y a eu un grand débat sur la France avait soit Reget, soit Nopify dans la main. Ouais, c'était ouf. Ils avaient 4 manas libres et ils ont utilisé Reget au lieu de Nopify. Et il y a eu un débat de fou sur pourquoi machin. Dans le chat, ça donnait des idées. Moi, j'en ai parlé sur Discord. Les casters avaient des trucs. Taitu avait une explication. Dartil en avait une autre. Il y avait plein de trucs. Et ça, un bon caster d'un jeu de cartes, parce qu'il faut venir de ce milieu-là, ce moment-là, il te le rend intense. Il va réfléchir, il va se prendre la tête, il va te donner toutes les différentes possibilités. Il va essayer de se mettre à la place des joueurs. Et là, tout ce que les mecs ont su nous dire, c'est bah, honnêtement, je comprends pas, hein, je pense que c'est un misplay. Mec, tu connais pas le nom des cartes, t'as pas le droit d'utiliser le mot misplay en fait. Non, mais en plus, dire que c'est un miss. Enfin. Mais je m'en fous que ce soit un misplay ou pas. Tu ne connais pas le nom des cartes. Tu n'as pas le droit d'avoir un avis sur ce qui est un misplay ou pas. T'as pas le droit. Non, mais un misplay. C'est comme si moi, j'ai pas le permis, je vais à un circuit de Formule 1 et sur le côté, je me lâche, je fais roule pas un peu vite, lui. Mais il ferme ta gueule, en fait. Tu n'es pas qualifié pour juger de ce que la personne fait. Ah ouais, Romain Grosjean, il a roulé un peu vite aujourd'hui. Là, c'est pareil, encore une fois, c'est insultant. Tu peux faire des displays sur des trucs un peu complexes et tout, mais là, c'est clairement un choix, tu vois. T'as même trois des meilleurs joueurs d'Europe qui ont réfléchi au truc. Tu vas dire, ils ont dû se tromper sans faire exprès, tu vois. Ouais, mais même les misplays évidents. Dire, je crois qu'il a misplay en jouant telle carte et te planter dans le nom de la carte, mais toi aussi, t'as misplay, putain. Alors, pour le coup, je pense qu'il faut jamais dire que c'est un misplay. Moi, en tant que déjà, caster, de base, en tant que caster, tu n'es pas là pour avoir un avis. Alors, si, t'es là pour avoir un avis. T'es là pour avoir un avis, t'es pas journaliste de JT là pour retranscrire des informations. Non, t'es
t'es là pour avoir un avis. Mais dire que c'est un misplay, en fait, quand t'es pas dans la tête d'un joueur, tu ne penses pas à potentiellement toutes les implications que lui a dans son play. C'est-à-dire que son play, ça peut être aussi une question de parce que je pense parce que lui, il lit quelque chose. Toi, t'as toutes les mains, mais lui, peut-être que sur son adversaire, sur sa manière de jouer, il a lu quelque chose. Il se trompe peut-être. Donc peut-être que c'est un misplay. Mais dans sa tête, en fait, il y a une raison logique. C'est pas une erreur. C'est parce qu'en fait, il fait confiance à un moment potentiellement à une lecture qu'il a eue. Il peut se tromper, des fois il peut réussir et après on dit que c'est un coup de génie. Combien de fois dans les jeux de cartes on a vu des mecs qui jouent des trucs où les casters se rendent pas compte et disent que c'est un misplay et après, Oui, beaucoup c'est plus tard un dans la partie, les gars font ah mais en fait c'était un play de génie truc. Ben oui, mais parce que peut-être que lui pensait à ça ou peut-être que tu vois il jouait des probas. Peut-être qu'à un moment t'as des joueurs, il y a des trucs aussi, des fois t'as des misplays qui sont cool alors que des joueurs en fait font un pari. Quand des fois tu fais un play moins fort. Tu vois, parce que c'est un play qui est un peu aléatoire. C'est aussi peut-être parce qu'en tant que joueur, tu te dis, si là, j'ai pas de chance, je me sens tellement mal dans la partie que je ne pourrai pas revenir. Et en fait, le joueur à ce moment-là fait quelque chose qui effectivement le fait passer pour un con pour les gens qui ne comprennent pas. Tu vois, c'est souvent un débat que j'ai, c'est les jeux des stats. Le mec ne fait pas les stats et dit ok, là si je chatte pas ici, si je chope pas mon 15% ou mon 10%, je ne pourrai pas gagner cette game. Ça ne sert à rien que je joue juste pour durer longtemps et montrer que je sais jouer bien, tu vois, pour pas me faire impressionner par les gens et dire que ah mais là il a fait un misplay. Et ça, des fois, t'as plein de casters qui le voient pas, en fait. La réflexion du joueur, parce que quand tu joues, t'as aussi plein de choses. T'as la fatigue, t'as le fait de jouer l'adversaire. Enfin, dire que c'est un misplay, c'est très compliqué. A posteriori, des fois, tu peux dire que factuellement, il y a quelque chose qui a été raté. Et des fois, les joueurs le font. Tu sais, genre, ils envoient une attaque où il y a un misclick ou des trucs comme ça arrive. Mais il y en a eu un pour le Portugal. Il y a eu un play, ils n'ont pas fini. Ils étaient encore en train de parler. Le temps est arrêté et ils n'ont pas fait toute l'attaque qu'ils voulaient. Mais tu le vois sur la cam. On a vu la tête du joueur portugais qui a fait ah merde. Et voilà, tu le vois cash. Et il y a un truc aussi par rapport à ça, c'est je trouve dans Hearthstone, on a des casteurs qui sont très bons pour ça. C'est que justement, des fois ils disent des trucs, genre ils prennent position, genre des mecs comme Frodan, des mecs comme Darok, etc. Ils prennent position sur certains plays. Mais il y a l'opposé aussi où des fois ils sont complètement émerveillés et ils disent là le mec joue à un niveau de ouf. Et chez OGaming, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est normal parce qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. Mais pour moi, si je caste un truc et que je ne comprends pas, je ne pars pas du principe que le problème c'est ce qui se passe. Je pars du principe que le problème c'est moi. Si je n'arrive pas à suivre ce qui se passe, c'est que je ne suis pas assez bon. Donc je pars automatiquement du principe que je suis en train de voir quelque chose d'exceptionnel. Eux, ils sont juste partis du principe qu'ils étaient en train de voir un truc nul parce qu'ils comprenaient pas. Non, et ça, alors, pour moi, c'est juste être mauvais. Pour le côté émerveillement, et ça, je pense, c'est peut-être lié à cette semaine-là. Du coup, vu qu'ils apparemment vous disiez qu'ils se faisaient chier. Les semaines d'avance, quand moi j'avais vu, c'était moins le cas. Et justement, quand tu connais pas le jeu, c'est un truc que j'avais dit à Volvi, c'est impressionnant parce que tu fais que les écouter, t'as l'impression qu'il y a plein de rebondissements à chaque fois, tu vois. Parce que Oui. eux, ils ont pas de vision sur ce qui va se passer sur plusieurs tours et sur les cartes en main, ils comprennent pas. Alors ils sont en mode, waouh, il a joué la ruine, waouh, il a invoqué une carte. Tu Mais vois, oui, c'est un côté Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'était ça. Alors peut-être parce que c'était la France, mais genre il y a 2 match-up, les 2 derniers matchs, hein, à partir du T4. Bon, Nathalie, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi biaisé de toute ma vie, je crois. C'est genre ah bah là, ça sent mauvais pour la France. Hein. Ah bah on est en train d'assister à la lente agonie de la France. Ça t'ennuie de nous divertir? C'est un. Non mais c'est con, mais t'es pas là Je le pensais pour pas aussi violent. regarder le match et partager ton avis. T'es là pour nous faire passer un bon moment. Et je comprends, il y a la France en finale, on veut faire quelque chose, etc. Mais genre, vous imaginez si même si t'es triste en fait, tu communiques une émotion. Sauf que là, le problème, c'est quand ça se passait pas comme il voulait, il coupait tout. T'as le droit de communiquer ta tristesse, t'as le droit de communiquer ta déception. Mais communique un truc en fait, c'est ton métier de communiquer. Non, franchement, les gars chez OGaming, s'il vous plaît, là, il va y avoir des nouveaux trucs, il va y avoir des Français. S'il y a des Français, appelez-nous, vous allez voir, moi je vais mettre une perruque bleu, blanc, rouge, on va faire les trucs. Quand il y a un Français, il faut faire vivre le truc, c'est la folie quoi. Et là, c'était biaisé, mais je sais pas, peut-être que... Alors,
Peut-être qu'il y a quelque chose, moi, qui me dérange un peu, parce qu'on a l'habitude des casts avec des casteurs côte à côte, où c'est vrai que ça peut rebondir. C'est très très bien. Et qu'en ce moment, avec le Covid, tout ça, tout le monde bosse de chez lui, peut-être que ça joue aussi sur le Non. fait que... Non, je suis pas d'accord. Regarde Madrid. Regarde le Master Tour Madrid. Le Master Tour Madrid sur Hearthstone, les mecs ont été aussi bons qu'Arlington alors qu'ils castaient en direct et l'un à côté de l'autre. C'était la même qualité de cast. D'accord, mais je sais pas. Je trouve des voilà, j'essaie de trouver des raisons, parce que en soi, c'est pas utile de dire juste c'était nul, on n'aime pas. Enfin, c'est pas utile, c'est pas moins utile qu'autre chose, en vrai. Mais c'est juste que effectivement, il y a quelque chose qui se vraiment, Dartil est super bon, Taitu est super bon. Voilà, faut laisser pas forcément en cast de type vivant, etc. Ça, voilà, c'est vrai que dans le jeu de cartes, alors vous m'excusez, pour une fois, on va parler d'un peu de nous, parce que avec le Super Clash on sait faire, parce que ce n'est que ça, hein, c'est un show match, du coup c'est fait que pour la déconne, et pour avoir quelque chose de vivant. Euh, mais on a des gens qui savent faire ça, on a des gens qui sont des casteurs très champagne. Tu vois, même un mec comme Marmotte, tu vois, qui peut très bien, un mec comme Torque à l'époque, Torque était un super bon casteur de jeu de cartes. Ça a jamais été le meilleur joueur au monde, et c'était un excellent casteur. Tars, il pète des câbles en cast, mais c'est rigolo. Tar, c'est excellent. Voilà, il pète pas des câbles parce que ça l'énerve. Il pète des câbles parce que juste son cerveau part complètement en couille. Mais dans son style, c'est qu'en fait lui, il est pas analyste. Il est là pour faire du fun, Bah comme oui, comme peut l'être un mec comme Vince, qui est souvent là pour voilà, pour apporter un petit peu de vivant, de machin. Et t'as des gens plus calmes, plus posés, comme Modémian, comme voilà, qui vont apporter une analyse. Et là, en fait, on avait des analystes, on avait des super des casteurs un peu plus vivants, même qu'on aurait pu s'appuyer dessus en fait, et vraiment les envoyer au charbon et rester tranquille. Et au final, on avait les analystes qui étaient pas là pendant les games, et les casteurs qui étaient juste des casteurs dans le fun et dans le truc, qui étaient en même temps dans la game. Je pense, un problème d'équilibre. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des trucs cons. Mais genre, par exemple, vous avez des mecs qui comprennent pas et vous avez des mecs qui sont très techniques. Mais faites les deux. Genre, vous en faites un qui joue à l'idiot. Mais genre, par exemple, Gardoum le faisait très bien. Quand il comprenait pas un truc, des fois, il s'énervait sur les joueurs. Mais c'est drôle si justement, de l'autre côté, t'as Taitu ou Dartil qui lui explique. Et du coup, Gardoum peut jouer un petit peu à l'idiot où il comprend pas l'explication, un truc comme ça. Et du coup, ça fait vivre le truc parce que du coup, t'as un espèce d'équilibre. Le problème, c'est que comme tu dis, pendant les games, malheureusement, tous les mecs qui avaient les réponses étaient pas là. Genre, le play que je parle tout à l'heure de Nopify et Roger, ils sont obligés d'attendre que Taitu leur écrive un message. Et du coup, on a lu la réponse de Taitu genre 3 tours plus tard. Et du coup, on parle plus de tout ça. L'émotion sur le moment est complètement retombée. Et t'as Nathalie qui lit un message, comme on dirait qu'elle est avec un dictaphone. Alors Taitu, il a dit que c'est une ligne de play qui se justifie, mais tout était viable. Ouais, et surtout, en Ça fait 3 minutes 30 que c'est passé, on s'en fout en fait. Ou alors au moins fais-le vivre, relance le truc. En complément à ça, c'était aussi un peu chiant quand t'as l'analyste qui arrive après le match et qui refait le match, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Perso, je trouve ça bof, tu vois. T'es passé à autre chose, quoi. Qu'ils disent, alors oui, au tour 2, machin, rien. Alors ça serait bien de l'avoir sur le moment, je trouve. Alors ça peut être intéressant, mais avec une ça peut être intéressant, mais avec une production value énorme. Ouais, là. C'est-à-dire avec les plays enregistrés, tu replaces les plays, ouais. Tu sais, un truc, tu sais, un peu comme ils font visuel, en NFL ou au basket, tu sais, avec des traits de stylo, tu vois, genre, alors là, regarde, il y a ça, mais il y a cette carte, tu vois, ils font les trucs avec les traits, les mouvements et tout. Ça, moi, je trouve ça tout le temps ouf. Je pense que c'est le truc que je kiffe le plus au monde. Les analyses, tu sais, comme ça, à la mi-temps, avec les mouvements des joueurs et tout. Moi, j'adore ça dans le sport. Et là, ça peut être cool. Mais là, c'est vrai qu'en audio, comme ça, repasser toute une game. Après, alors que la game est déjà passée et que c'est compliqué de revoir le board quand t'es spectateur, eux-mêmes ils devaient avoir des notes et tout. Mais après, tout, à mon avis, ils notaient tout, hein, parce qu'ils refaisaient toute la game du début. Hein. Ou alors juste il a une très bonne mémoire. Mais au niveau de la production value, c'est vrai que ça demande beaucoup plus. C'est énorme, c'est beaucoup trop de taf. Pour, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que la strat 5, comme on disait, ça aurait été juste qu'analyste soit là pendant la game et puis comme ça il peut le dire en direct. Ouais, c'est plus simple. Ou tu fais un truc à la con, genre de temps en temps tu le fais intervenir, tu sais, tu fais notre envoyé spécial sur place, tu fais une connerie du genre, tu fais une pirouette et tu le fais rentrer dans le truc, quoi.
C'est ça, j'imagine bien le commentateur qui est en mode bon là je comprends rien, Joker. Mais oui, tu sais, c'est comme quand t'as des, tu sais, t'as des événements genre des émeutes et tu vois sur BFM TV, ils font des fois, il fait. Alors on est en duplex avec Bruno Pomar, patron du Raid. Bonjour Bruno. Et d'un coup, tu as une image d'un mec sur un scooter qui te parle dans le vent avec un micro qui capte rien. Oui, alors là, je course 3 personnes qui apparemment auraient mis le feu avec une voiture pour ont volé la dite voiture. Voilà, t'aurais pu envoyer comme ça. Alors oui, on passe. En plus, ils auraient pu en jouer, faire un truc de ouf, genre. Alors oui, Dartil. Oui, Dartil, est-ce que vous êtes avec nous? Et l'autre il répond 2 minutes après. Oui. Alors, s'il te plaît. Voilà, C'était sympa. Une connerie genre, bon, je comprends rien, je vais faire mon invocation spéciale, tu sais, et tu fais pop le mec comme le génie dans Aladdin, ou une connerie du genre, tu vois. Non, ils auraient pu en jouer, c'est vrai. Mais après, c'était une première. Voilà. C'était une Non, première. ça par contre, l'excuse de c'était une première, non. Le tournoi a duré 5 semaines. C'était pas une première. Là, aujourd'hui, c'était la finale, c'est bon, vous avez eu 1 mois et demi, maintenant, il faut que ça tourne. C'est une première sur un week-end, je veux bien. Quand le truc a commencé début novembre, non, c'est pas une première. Ok. Bah du coup, moi j'ai tout dit. Et si tu veux donner un dernier mot de la fin, c'est à toi, Trek. Il y avait de l'idée. Ok. Moi, j'ai un mot de la fin positif. Oui, vas-y. Alors là, on m'a entendu parler, je pense que j'ai été le plus négatif et le plus virulent. Mais c'est quand même quelque chose de très important d'avoir une chaîne française qui retransmette ce genre de tournoi. C'est très important de continuer à pousser le jeu. Je pense que confier ça à l'univers de League of Legends plus à l'univers des jeux de cartes, c'était une erreur. Mais c'est très important que ça ait été confié à des gens, que ça ait été mis en avant. Il faut que ça continue. En plus, la France a fait plutôt une bonne perf. Donc, ça aura poussé les choses. Sur la finale, on a quand même vu un pic à 900 viewers. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc voilà, il faut continuer. Même si ça n'a pas été fait à mon goût, le plus important est que ça a été fait et il faut continuer à travailler dans cette direction parce qu'il y a quand même eu de gros progrès. Voilà, il y a eu l'inclusion de Dartil, il y a eu l'inclusion de Taitu, il y a eu toutes ces choses-là. Donc, on peut pas dire que l'attention soit pas là. La direction est là et c'est pas parce qu'on râle beaucoup qu'on veut que ça s'arrête. Au contraire, on veut que ça continue et on veut passer des bons moments parce qu'on est prêt à le faire et si ça vous y arrivez, on vous suivra et on sera là et on regardera. Donc on attend que ça en fait. Tout à fait, tu as raison de le préciser. Oh, c'est beau. Pour une fois, j'ai même pas besoin de faire ce petit truc d'espoir. C'est Dead, il l'a fait, il est parfait. Eh ben alors tais-toi là, vas-y conclue là, putain. Bah voilà, on conclut. Bah merci d'avoir été avec nous, merci Trek, merci Den comme d'habitude, d'avoir été avec nous. Surtout, n'hésitez pas si vous êtes encore là après ce long podcast, pas trop podcast parce que vous voyez il y a le chat, on a les decks en visu, ce long écho de Runeterra, à partager, liker, envoyer, tweeter, etc. Ça nous aide, on a déjà vu, on a des likes, merci Riot, je sais que ça a été vu, il y a eu des messages, merci beaucoup, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, est-ce que vous voulez que ce soit plus court, plus long, si vous voulez que ce soit plus long... Ouais. S'il y en a qui viennent commenter en disant on veut que ce soit plus long, big up les gars. Vraiment... Calmez-vous. Voilà, on vous fait des gros bisous, on se retrouve. Un jour, il y en a qui va faire un commentaire. Ah, j'ai pas eu le temps de finir mon poulet basquez de 2,5 kg. Normalement, la semaine prochaine, on aura les qualifiés. Je ne suis pas sûr qu'on fasse l'écho comme d'habitude. On fait souvent ça le dimanche parce qu'on aura peut-être des joueurs en tournoi. La semaine prochaine, donc dimanche prochain, il y a même des chances qu'on joue. Voilà, il y a des chances. Potentiellement les premières rondes suisses du tournoi dimanche prochain. Donc on pourra faire un écho avec le débrief et nos scores. Voilà, il y aura de 0 à 3 personnes. Aïe, ça s'est mal passé. On dit de la merde depuis 2 mois. Voilà. On sera de 0 à 3 personnes. On va avoir la réponse de est-ce qu'on va pouvoir être casté en stream pour changer les choses ou est-ce qu'on va pouvoir continuer d'envoyer notre CV parce que manifestement on est meilleur au cast. Eh ben écoute, moi j'envoie mon CV ce soir. Des gros bisous. Non, toi tu passes master et tu fais des stop 700. Allez, on fait ça. Des gros bisous, merci beaucoup de nous avoir suivis. Salut!